plus tu multiplies tes concessions, plus tes coûts d'exploitation sont diminués par rapport à la publicité, et tu contrôles davantage ton marché puisque tu possèdes différentes bannières, tu sais quel coût a fait tel constructeur par rapport à un autre, tu sais comment jauger tes cartes. Alors, c'est sûr que tu as un avantage. Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode du balado Automédia. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être entouré de deux collaborateurs d'exception qui sont ici autour de la table avec moi pour parler de l'industrie de l'automobile et pour parler de ce qui s'en vient, des changements qui sont déjà commencés dans l'industrie et des changements qui s'en viennent et qui pourrait s'en venir. On va se lancer des idées aujourd'hui, on va jaser un peu de l'industrie telle qu'elle est, on va lancer des idées aussi de qu'est-ce qu'elle pourrait devenir, de qu'est-ce qu'on voit aussi comme constat dans cette industrie-là. Donc, autour de la table, sans plus tarder, je suis en compagnie d'Antoine Joubert, du Guide de l'Auto. Bonjour. Bonjour Antoine, merci d'être là. Hey, grand plaisir. J'irai pas plus loin en termes de présentation parce que je pense pas que c'est nécessaire. Je crois que le nom parle de lui-même. Ça annonce ma présentation en point. C'est ça, exactement. Ouais. Bon, c'est correct. Fait que pour les 5 prochaines minutes, on va présenter Dominique Sigouin, qui est avec nous aussi. Dominique, qui est chroniqueur pour Affaires automobiles, dans deux fins de mois également. Dominique, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'aime beaucoup ce nom-là, entre deux fins de mois. Ça résume très bien le ton et la situation des marchands automobiles, parce que la pression se passe là. Je trouve que l'idée du nom est très bonne. Et si le nom t'interpelle, c'est que tu fais partie de l'industrie automobile. Ouais, c'est ça. Hein? Si tu comprends pas ce que ça veut dire, c'est ça. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de parler de ce qui nous passionne, qui est cette magnifique industrie automobile. Absolument. Puis en fait, ce qui a un petit peu initié l'envie d'avoir cette discussion-là, tous les trois aujourd'hui, ça part tout ça d'une chronique, d'un papier que tu as écrit, Dominique, en début d'année, qui a été publié notamment sur le site de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Fait que tout de suite, je vais te passer la parole pour que tu puisses nous expliquer un petit peu la prémisse de tout ça, un peu ta réflexion derrière cet article-là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à lire l'intégrale, on va placer le lien évidemment là, en commentaire ou plutôt dans la description de l'épisode. Donc, raconte-nous un peu qu'est-ce qui a motivé cet essai. En résumé, en 30 secondes, c'était j'avais une opportunité d'avoir une carte blanche qui est parle avec ton cœur. Puis c'était tout simplement ça, la commande, entre guillemets, sur c'est quoi pour toi l'avenir de l'industrie. J'étais un passionné, ça fait 20 quelques années. Fait que l'article a vraiment été écrit dans l'essence de notre industrie est en période de transformation, de changement. Ça avait déjà commencé, là, c'est accentué. Il y a d'autres types d'industries qui ont vécu des périodes de changement dans le passé. Fait que pourquoi pas s'inspirer de l'expérience des autres pour être un peu plus proactif puis se préparer. Ouais. Puis l'article, c'était à base, tout ça part des leaders, un leader inspirant, empathique, un bon chef d'entreprise, un passionné qui va se bâtir une équipe. Puis l'équipe, après ça, va s'occuper des clients un peu. Richard Branson, qui, je pense que c'est son credo de « occupe tous tes employés, ils vont s'occuper des clients ». Fait que c'était vraiment un article pour ça, un cri du cœur, parce que je suis un passionné. Et il y avait un petit PS, hein, un petit imaginons, admettons, une petite idée qui avait été lancée, qui était d'avoir une personne qui s'occupe de l'expérience client, conseiller, directeur financier, livraison, aviseur technique, conseiller technique. Donc, c'est une position qui chatouille, puis ça me plaît. Fait que ça, c'était pour initier la conversation, puis on l'a vu, puis j'en ai entendu parler aussi à la suite de la publication, totalement en désaccord ou totalement en accord. Donc là, c'est excellent dans ce temps-là. Ben, c'est du changement. Hein? Le changement, ça c'est jamais très confortable, ça bouscule. Puis on va aller là. On va s'imaginer, toi et toi, ensemble, là, qu'est-ce que serait... On part de zéro, là, on part de rien du tout, puis on bâtit le concessionnaire de rêve ou le marchand de rêve en 2023. Quel pourrait être le fonctionnement? Là? On va s'en aller un peu dans une utopie. Mais avant d'aller là... parlons un petit peu de l'industrie telle qu'elle est en ce moment. C'est quoi les challenges que vous voyez? C'est quoi les irritants majeurs, disons, au niveau de l'expérience client? Quelles sont les choses qui sont plus problématiques? Parce que là, on parle de changement, mais qu'est-ce qui commande un changement, finalement? Depuis toujours, la crainte du consommateur, c'est de ne pas se sentir confortable dans une expérience d'achat. Et moi, je fais toujours référence. Moi, je connais le domaine automobile. Je rentre dans un concessionnaire, je suis totalement à l'aise.
Mais lorsque vient pour moi le temps d'aller m'acheter des meubles, lorsque vient pour moi le temps d'engager des ouvriers qui vont faire de la rénovation chez moi, je me sens comme la majorité des consommateurs qui s'en vont magasiner une voiture. Je ne suis pas en contrôle, je ne suis pas confortable, j'ai l'impression de me faire avoir tout le temps. Et c'est ça le sentiment qu'ont les consommateurs lorsqu'ils se présentent en concession. Qui plus est, tu fais affaire avec un vendeur, tu peux ou pas apprécier cette personne-là. Après vient l'étape du conseiller, du directeur financier qui, son travail, c'est de te vendre des trucs. Et là, ben, est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu ne l'es pas? Est-ce que tu as l'impression de te faire avoir? Ensuite, tu vas rencontrer d'autres personnes. On va te laisser croire des fois que tu es chanceux. Félicitations, vous avez été approuvé au financement. On va te mettre de la pression. Puis sans que ce soit nécessairement toujours volontaire. Mais le fait que tu aies à composer avec différentes personnes, qu'il y ait plusieurs étapes et que chacune de ces étapes-là soit des défis pour beaucoup de clients, bien, ça rend l'expérience plus ou moins intéressante. Et j'ajouterais que je dirais depuis peut-être une dizaine, quinzaine d'années, le taux de roulement chez les concessionnaires est tel que tu peux acheter une voiture le lundi, rappeler ton vendeur vers la fin de la semaine parce que c'est une question, puis il est parti aller travailler ailleurs. Alors ça, pour moi, c'est un problème gigantesque et c'est un problème qui ne se réglera pas avec la multiplication des groupes de concessionnaires. Parce que je ne crois pas qu'un groupe de concessionnaires qui a 15, 20, 25, 30 concessions soit capable d'offrir la même qualité de service que le propriétaire d'un concessionnaire qui en a un seul, qui est toujours dans la bâtisse et qui a le plein contrôle de sa concession. Peu importe peu importe le bon vouloir de ce président d'entreprise, on en échappe. On ne peut pas avoir le plein contrôle comme on aimerait l'avoir si on possède 20, 25, 30 concessionnaires. C'est pas vrai. Alors, le client va se sentir évidemment plus choyé s'il sait que le président de l'entreprise est dans la boîte. Si jamais il y a un pépin, il est capable de s'y référer. Bref, il faut qu'il se sente confortable. Puis en ce moment, c'est le plus gros défi, là. Et ça, c'est intéressant, le dernier point que tu viens d'amener là, parce que si on regarde la tendance dans l'industrie, au contraire, justement, ça s'en va. Il y a de plus en plus de groupes, il y a de moins en moins d'indépendants à cause de toutes sortes de raisons, à cause des grands groupes qui sont en mode consolidation, acquisition, à cause des problèmes de relève aussi, des fois, là, quand tu as une entreprise. Coût d'acquisition d'une concession qui est rendu épouvantablement élevé. Je parlais récemment à quelqu'un qui avait mis la main sur une concession Kia au début des années 2000 pour 10 000 $. Aujourd'hui, il n'y a même pas une voiture qui se vend à ce prix-là. Fait que c'est drôle, mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, t'es clairement dans les 7 chiffres si tu veux ne serait-ce qu'imaginer pouvoir mettre la main sur une concession. Puis là, bien évidemment, plus tu multiplies tes concessions, plus tes coûts d'exploitation sont diminués par rapport à la publicité, et tu contrôles davantage ton marché puisque tu possèdes différentes bannières, tu sais quel coût a fait tel constructeur par rapport à un autre, tu sais comment jauger tes cartes. Alors, c'est sûr que tu as un avantage. Puis c'est pour ça qu'on voit une multiplication de groupes, mais il en demeure pas moins que pour un service personnalisé, une belle expérience client, je pense que ça prend des concessions un peu plus individuelles. Puis chaque fois qu'on voit une nouvelle marque débarquer sur le marché, là, je dirais, ces temps-ci, ceux qui se démarquent en termes de service à la clientèle, expérience client, on peut penser à Genesis. On est là depuis 5 ans. On a vendu 4-5 000 véhicules au Canada l'an dernier. Les ventes vont se multiplier. Même Tesla, quand Tesla est arrivé sur le marché au tout début, l'expérience client était extraordinaire. On n'a pas été capable de conserver ce niveau de qualité de service, si bien qu'aujourd'hui, on est parmi les pires. Mais au départ, c'était exceptionnel. Lucid Motors vient d'arriver sur le marché avec des voitures d'exception. La voiture est peut-être pas parfaite, on a peut-être bien des problèmes, mais l'expérience client est extraordinaire. C'est facile. Tu as un très petit bassin de clients. Il n'y aura pas de volume, c'est ça. C'est ça, tu n'as pas de volume. Alors, Genesis, c'est la même chose.
Et je dirais que la marque qui a réussi à conserver cette grande satisfaction à la clientèle malgré le succès, c'est Lexus. Lexus a toujours réussi à se démarquer à ce niveau-là. Je ne dis pas que tous les clients sont d'accord, mais Lexus, c'est quand même une marque qui s'est démarquée à ce niveau-là. On se souvient que Saturn avait essayé de faire une expérience client extraordinaire. Ouais. On a étiré pour se rendre compte à un moment donné qu'on perdait des sous de façon épouvantable et finalement la faillite de GM est arrivée. Et on a compris en 2010 que Saturn n'avait jamais rapporté $1 dans toute son histoire depuis sa fondation en 1991. Alors, on a essayé chez GM maladroitement de changer les choses. Ça n'a pas fonctionné sur le plan financier, mais il y a des clients qui, pendant longtemps, étaient très satisfaits du service qu'ils avaient, même si le produit n'était pas au rendez-vous. Donc, c'est ça qui est intéressant de regarder. Puis, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, en 2023, on est encore à se poser cette question-là, parce que, en dépit de tout le bon vouloir de tout le monde, il en demeure pas moins que la force du marché et l'appât du gain de chacun des employés qui travaillent dans une concession, qui va avoir sa bonification, sa plus-value, va être meilleur que le voisin, mais ça fait en sorte que le service bat de l'aile. Pour ces raisons-là, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai 22 notes dans ma tête en ce moment parce que j'adore, c'est excellent parce que il y a beaucoup de points que tu as soulevés. Puis sans faire le tour sur tous les points, un des points, par exemple, avec les groupes, bien d'accord qu'à petite échelle, quand tu as un propriétaire impliqué, un président, pour moi, ça a une énorme valeur. Mais j'ai vu dans certains groupes où est-ce que le directeur général va avoir ce rôle-là à jouer et il y a un lien avec la culture. Donc, je peux croire que c'est faisable, mais c'est un plus grand défi. Parce que ton point de départ, puis ultimement, c'est ça, c'est on veut faire affaire avec quelqu'un en qui on a confiance. Absolument. C'est la base de l'être humain. Puis peu importe le domaine, puis j'ai aimé ton parallèle avec d'autres domaines, comme j'ai vécu dans l'électroménager. Mais je me considère un gars intelligent, mais je connais rien de cette industrie-là. Les marques, les ci, les ça. Donc, tu essaies d'avoir des relations de confiance. À la base, dans l'automobile, je pense que si tu as une relation de confiance avec un conseiller ou au service ou peu importe, c'est ce qui va faire que tu vas acheter le deuxième véhicule. On dit souvent les ventes, c'est le premier véhicule, le service, c'est le deuxième. Puis ça fait un peu le lien avec toutes les nouvelles marques qui n'ont pas eu à vivre le service après-vente, l'expérience à la clientèle d'un auto de 4, 5, 6 ans qui brise ou qui a des rappels. Là, les clients vivent, c'est quoi la marque, l'expérience avec la marque? Oui, c'est ça. Fait qu'il y a... Mais le point de base, c'est la confiance. On veut faire affaire avec des gens de confiance. L'industrie automobile, je m'en cache pas, ça fait 25 ans que je suis là-dedans. Puis quand je suis tombé dans cette industrie-là, littéralement, on m'avait traité de toutes sortes de noms déjà en 99. Puis la réputation n'a pas changé. On regarde à chaque année les sondages de confiance, exactement. Médecin, vendeur de voitures, c'est ça. Mais encore là, même les avocats, il y a les curés qui sont en 35e position, puis là, les vendeurs, on est 55e. Et ça me fait de la peine. Oui, la réputation, oui, puis ça me fait de la peine parce que, comme dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Moi, j'ai une carrière longtemps dans l'automobile, intègre, honnête, j'ai toujours fait affaire. Tu sais, comme le côté obscur qu'on voit souvent qui fait les manchettes, qui est souvent un petit pourcentage, mais qui prend de la place, ça, c'est ça qui me fait de la peine. Puis c'est peut-être ça aussi qui aide pas à avoir confiance en l'industrie, au processus. Puis là, quand tu dis 5-6 personnes, j'ai un livreur, j'ai ci, j'ai ça, je suis pas certain que ça l'aide justement à avoir. Puis dans les dernières années, honnêtement, avec la conjoncture qu'il y a eu dans l'industrie, ça n'a pas aidé à gagner cette confiance-là ou à aller gagner des points là-dessus, justement, parce que ça partait dans toutes les directions. La situation de l'industrie changeait ultra rapidement. Les clients, monsieur, madame, tout le monde qui achètent une voiture par 4 ans, là, à moins d'être vraiment passionné de ça, t'es pas au courant là, que depuis 3 mois, ça avait changé puis que la valeur de sa voiture était plus la même et ainsi de suite. Non. Fait que ça donnait lieu à toutes sortes de situations sur le plancher en concession. Et je dirais que l'élément le plus facilement visible qu'on a pu constater, ou j'appellerais ça un mauvais comportement avec un appât du gain de la part des concessionnaires, c'est que depuis 1 an ou 2, on fait de la surenchère sur des véhicules neufs.
on contourne les règles qui sont établies, c'est-à-dire que techniquement, tu ne peux pas vendre plus cher que le PDSF, mais si tu roules la voiture la fin de semaine, que tu as récupéré le vendredi, puis que tu en fais un véhicule d'occasion que tu vends le lundi, ah ben là, tu peux le vendre le prix que tu veux. Ou si tu décides de l'amener à ton autre concession Ford, parce que chez Chevrolet, tu peux pas vendre ta Corvette plus cher que le PDSF, mais si c'est ton concessionnaire Ford qui a vend, là, tu peux la vendre 30 000 de plus. Ben, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est intéressant de regarder les comportements. Et moi-même, j'ai une voiture en commande depuis 1 an et demi que je n'accepterai jamais de payer $1 de plus que le PDSF. Et on me l'a offert souvent. Écoute, Antoine, je ne l'ai pas ta voiture, mais j'en ai une dans l'occasion, elle a 4000 km, mais elle n'est pas 51 000, elle est 65. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je comprends. Mais on voit ce qui se passe. Cette voiture-là que j'ai commandée, le concessionnaire l'a gardée pour lui, l'a roulée, en a fait un véhicule d'occasion et a décidé de la vendre 15 000 de plus. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour, parfait. Mais après ça, quelle est la perception du consommateur qui a commandé une voiture qui se vendait 48 000, qui est rendue 52 000, le taux est à 3 %, il est rendu à 8,5 %, puis là, tu veux me la vendre 15 000 de plus. Dans 10 ans, je vais encore m'en souvenir. Et est-ce que je vais avoir encore envie d'acheter une voiture de cette personne-là? Parce que pendant ce mois-là, il a voulu faire une passe d'argent, littéralement. Tu sais, on ne voit pas à long terme, on ne voit jamais à long terme. Je vais prendre la balle au bon, puis je vais aller plus loin. Ouais. La perception que tu décris, puis je suis 100% d'accord avec toi, ça, c'est des choses qui me font lever les poils sur le bras. Mais la perception que ça a donné aux consommateurs, bien, les concessionnaires aussi ont eu cette perception-là. Parce que si tu as 1% ou 2% dans un réseau de 1000 concessionnaires, ou peu importe le pourcentage, qui ont des pratiques comme ça, il va toujours en avoir. Mais si tu as 99 ou 95% qui sont corrects, ils n'aiment pas ça, eux autres aussi, voir ça. C'est clair. Moi, ce comportement-là, moi, il me déçoit. Ouais. C'est une business. Puis peu importe le domaine, j'ai acheté une maison en temps de COVID, je peux vous en parler. J'ai dû faire une lettre pour qu'ils prennent en considération notre offre d'achat qui était supérieure au prix de vente. Hey! Ben, j'ai pas eu le choix. C'était le marché. Je aimais ça, pas du tout. Mais moi, ce qui me désole là-dedans, c'est que c'est toujours cette minorité-là qui fait l'ombre. Parce que, colline de pratique, de time-out. En 2023, faire ça, tu penses t'en tirer? Come on. Il y a tout ça. Triste. Bon, là, triste. on voit la faiblesse de notre dollar, on voit le comportement des constructeurs automobiles qui veulent plus amener de voitures chez nous parce que c'est bien plus payant de les vendre en dollars US. On voit des concessionnaires qui délaissent même l'intérêt de vendre des véhicules au détail parce que c'est bien plus le fun de vendre des véhicules aux États-Unis en lot. Quand on sait qu'on a du profit. Autre comportement qu'on a vu énormément, puis là, je me permets de nommer Kia notamment, parce que chez Kia, on l'a vu beaucoup avec le Telluride, qui est un VUS en très, très, très forte demande aux États-Unis. Alors, toi, tu as réussi en tant que consommateur à mettre la main sur un Telluride en 2021, puis ton concessionnaire te rappelle en te disant « J'ai un Telluride 2023 pour toi, à condition que tu me ramènes ton usager. Si tu me le ramènes pas, je te le vends pas. » Et on ne veut plus faire une transaction, on veut faire des transactions doubles. Alors, on te vend un véhicule neuf en disant « Je te le vends maintenant, mais tu me le ramènes dans 6 mois. Moi, je vais faire du profit avec celui-là, puis je vais t'en revendre un autre. » Puis on va jouer cette carte-là. Fait que c'est de la double vente à tout bout de champ. Puis on sait qu'en ce moment, les concessionnaires ne tiennent pas beaucoup d'inventaire. Ça revient, mais de façon anecdotique par rapport à ce que ça a déjà été. Alors, jamais les concessionnaires n'ont fait autant d'argent. Tu vends au prix de détail, sans négociation. Tu n'as jamais fait autant d'argent avec tes véhicules d'occasion. Tu vends souvent aux États-Unis avec des profits mirobolants. Tu vends du F&I comme tu n'en as jamais vendu. Puis les taux de financement, je dis pas n'ont jamais été aussi élevés parce que c'est pas vrai, mais sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils devraient l'être. Moi, je me souviens de mes parents qui avaient acheté dans les années 90 des voitures financées à 14, 15, 16 %. C'est correct. Mais l'inflation suivait. Alors aujourd'hui, l'inflation est à 10, 12, 14 % mais ton augmentation de salaire a été de 2 mais on te charge quand même un 8,99 de taux de financement. Alors, le consommateur se fait ramasser partout, puis les concessionnaires ont le beau rôle en ce moment. Éventuellement, est-ce qu'il va y avoir un retour sur le balancier? Il y a tout ça qu'il faut regarder. Mais ceux qui jouent franc jeu,
je pense. Puis c'est correct de faire de l'argent, là. Je veux dire, si j'ai un concessionnaire demain matin, mon objectif, là, c'est pas d'en perdre. C'est évident. C'est correct de faire de l'argent. Mais pense à long terme. Exact. C'est juste... Je veux prendre la balle au vas-y. bon parce que j'adore ça, parce que, un exemple, si on bâtit notre concessionnaire de rêve, puis là, je dis, tu as un manufacturier X et tu vas avoir 500 véhicules neufs Ouais. dans ta production cette année. Là, comme concessionnaire, ta bonne décision d'affaires, c'est de dire, mes 500 véhicules neufs que j'ai, à qui je veux les vendre? Ouais. J'aimerais ça les vendre à ma clientèle existante, qui vient à mon département de service, à mes clients existants, ceux qui ont des échanges. Fait que Mais là, est-ce que tu parles comme si on partait de zéro? Non, mais OK. non, mais dans ce qu'on tu sais, idéalement, ce qu'on voudrait faire, puis la réalité, justement, c'est que là, la réalité, les concessionnaires qui ont 500 véhicules à vendre, qui en vendaient 800, qui en ont 500, là, avec les échanges, c'est quelque chose que j'ai vu. Là, si tu l'affiches, je pense, au niveau légal, j'ai pas vu ça encore, mais peut-être que ça va arriver. Il y en a qui vont dire, ben, je vends ce véhicule-là, mais conditionnel, il faut que tu aies un échange. Ouais. Ça pourrait arriver là, parce que l'approvisionnement des véhicules d'occasion est un problème. Pas parler des États et tout ça. Mais parce que j'ai vécu, on avait une situation avec un client, puis un client concessionnaire qui avait une conversation avec un client, puis qui était fâché parce que il n'y avait pas son véhicule avant les autres. Il voulait passer devant la ligne et tout ça. Bon. Ouais. Là, ils ont dû expliquer. Puis là, on a eu les conversations. ça un Claude Dubois, là. Je sais pas. Je suis pas au courant. Mais là, il y a eu la conversation, puis le client s'est posé la question après ça, de dire, OK, parfait, est-ce que je devrais vendre juste mes véhicules à ceux qui sont clients chez moi? Donc, exiger qu'il y ait un échange et tout ça. Donc, c'est des vraies conversations. Pour moi, dans tout ça, peu importe ce que tu fais, sois transparent, sois clair. Affiche d'emblée. Si, par exemple, ton concessionnaire dit, je vais avoir ton véhicule dans 1 an, PDSF, je t'en offre un plus cher, tu as le droit de refuser. Je trouve ça triste, l'offre. Hein? Ça, c'est malheureux. Mais il y en aura toujours de ça. Dans tout ça, là, c'est si je peux vendre un véhicule à mon client, puis tu sais, justement, si j'essaie de faire une passe là, il va s'en rappeler. C'est quoi la réputation, le bouche-oreille, le manque à gagner que je vais avoir versus avoir fait une belle expérience avec mon client, référencement, vient au service et tout ça. Je me permets de nommer une situation que j'ai vue il y a quelques mois à peine. Alors, Polestar a une concession au Québec. En partant, ça, pour moi, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, quand tu n'as pas de concurrence puis que tu as le monopole, OK. Alors, je rencontre un type qui a un Ford F-150 qui n'a plus besoin de conduire une camionnette et qui dit « Je veux passer à l'électrique et j'ai lu une de tes chroniques, Antoine, et c'est la voiture que je veux m'acheter. » Alors, je suis allé en concession. J'ai décidé d'acheter cette voiture-là. Pas de négociation, évidemment. Et j'ai un beau-frère qui veut acheter mon F-150. On va faire une vente d'accommodation. Il le faisait Il pas. va récupérer les taxes. Et Polestar a dit, on accepte de prendre... vous pourrez récupérer les taxes sur votre camion si vous nous le vendez à nous. Autrement, on ne le fait pas. Alors, lui a perdu 8 000 $. A quand même acheté la Polestar. Ils n'ont pas accepté de faire la vente Ils n'ont d'accommodation. jamais Non, accepté de faire la... J'ai vécu la même chose. Ils n'ont jamais accepté de faire la vente d'accommodation. Et j'ai parlé au président du concessionnaire quelques mois plus tard. Et il m'a dit, oui, on a remédié à la situation. Mais la vérité, là, c'est que le type qui a acheté la Polestar, il ne retournera jamais là. Il a acheté sa voiture, il la trouve bien correcte, mais il s'est fait voler 8 000 $ parce que le concessionnaire ne voulait pas faire une vente d'accommodation. Et à la rigueur, charge pour le service. Tu fais une vente d'accommodation, il y a des frais d'administration, tu veux facturer, charge un 299. J'ai pas de problème avec ça, tant que tu le dis au client. Mais dis-lui pas que tu peux pas le faire. Parce que la vérité, c'est que tu le fais dans ton Volvo à côté, puis tu le fais pas ici. Pourquoi? Parce que tu essayes. Tu veux prendre des véhicules en trade-in, tu sais... Regarde, la prochaine fois, là, quand lui va vouloir s'acheter un véhicule, est-ce que tu penses qu'il va retourner là? Peut-être qu'ils sont revenus sur leur décision. Mais lui, il voulait passer à l'électrique. C'était la voiture qu'il avait ciblée. Et en partant, il a scié les jambes avec... Écoute, là, le type, c'était même pas une question financière. Je ne pense pas que ce type-là attend après son prochain chèque pour vivre. Là. C'est vraiment une question de principe. J'ai perdu 8 000 $. J'ai quand même vendu le camion à mon beau-frère, puis lui a payé les taxes à la SAC, ça s'est arrêté là. Mais
Pourquoi j'ai pas pu l'avoir alors qu'à peu près tout le monde le fait? Mais il y avait une période où, non, l'appât du gain. Tout le temps, l'appât du gain. Tout le temps, ça. Je vais parler puisqu'on parle de Polestar, je vais ramener un peu sur l'industrie comme telle, puis parce qu'on parle ici d'une marque qui a une espèce de formule hybride en termes où est-ce que tu magasines sur Internet, tu vois le prix là, sur le web, c'est pas la formule traditionnelle comme telle, on est plus dans justement la nouvelle approche agence-boutique, disons, là, jusqu'à un certain point. Oui, puis on a reculé chez Polestar. On a reculé parce qu'initialement, ça devait être que des boutiques. Oui. Et on s'est rendu compte, tout le monde recule. Ouais. Là, Genesis a voulu offrir des boutiques. Polestar a voulu offrir des boutiques. Tesla, c'était des boutiques au début. Le consommateur nord-américain veut un concessionnaire, veut être capable de rentrer, avoir le feeling qu'il est dans un environnement, et ça, c'est important. On n'est pas en Europe, on n'est pas à Paris, où tu peux entrer, t'acheter une voiture dans un Starbucks. Ça marche pas. C'est un point tellement important parce que d'avoir la réparation ou la mécanique, d'avoir les services au même endroit, c'est une particularité, contrairement en Europe ou à bien d'autres endroits, parce que c'est beaucoup moins un souci. On le voit, le peu de concessionnaires, des fois, qui ont, mettons, un concessionnaire de marque véhicule neuf, que son service est à part. C'est le showroom à Montréal, mettons, parce qu'il n'y avait pas assez de place. C'est le bordel. Oui, mais c'est justement c'est ce qu'on ne veut pas. Ouais. Parce que le consommateur, la boutique... C'était chassé Toyota qui était entre autres, ça, oui, exactement. Exact. Ouais, je me souviens de ça, On veut ça. On veut avoir tout au même endroit. On veut être pris en charge. Moi, je pense que le côté boutique, c'est correct. C'est une vitrine pour faire connaître la marque. Après, le modèle d'affaires en arrière, exact. C'est pas... En réalité, le consommateur en a pas grand-chose à faire. Genesis gère son inventaire. Et les concessionnaires Genesis sont en réalité des modes de transition d'un inventaire qui n'est pas le leur. La nuance pour le consommateur est absolument pas importante, mais pour le concessionnaire ou pour celui qui fait la livraison du véhicule, il y a quand même un enjeu qui est là. Puis ce modèle d'affaires-là, je le trouve intéressant. Faut juste voir si Genesis sera capable de continuer dans cette direction-là lorsqu'on vendra 20-25 000 véhicules au Canada par année. Parce que là, avec 5 000, c'est quand même assez facile de jongler. Mais oui, c'est un modèle d'affaires. Il y a eu beaucoup de nouvelles tentatives. Oui, c'est bien. C'est bien. Ben, puis allons-y, là, dans le fond. Tombons dans le sujet de on va construire le modèle parfait, ou du moins on va essayer, gérons les attentes ici, de ce que pourrait être un concessionnaire si on commençait là, à partir de zéro aujourd'hui. Puis je reviens à ce qu'on mentionnait d'entrée de jeu dans la conversation, où est-ce que l'industrie, bon, on le sait, elle est en transformation, et on l'a vu dans un paquet d'autres industries auparavant, que ce soit justement les taxis, l'hôtellerie. Ce qu'Internet a fait, c'est qu'il a retiré le middleman, il a retiré ce qui se trouve... L'obstacle qui se trouve entre le produit et l'acheteur du produit en question. C'est direct. Dans plein d'industries, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est intéressant de constater, avec la conversation actuelle, que dans le cas de l'automobile, c'est un peu plus compliqué que ça. Et le consommateur ne veut pas nécessairement juste acheter en ligne puis recevoir son auto dans son entrée. Il veut encore une expérience en concession. Il veut encore une relation avec quelqu'un. Fait à partir de ces quelques éléments-là... J'apporte juste une parenthèse parce que tu as quand même l'OPC qui est là pour ralentir ce que tout le monde veut accélérer. Il y a une loi au Québec qui stipule que tu dois prendre livraison du véhicule là où l'adresse du commerce se trouve. Alors, techniquement, encore aujourd'hui, en 2023, tu ne pourrais pas signer un contrat de vente chez toi et qu'on te livre la voiture chez toi. Il y a plein de monde qui le fait, puis on se ferme un peu les yeux parce que l'industrie est rendue là. Puis il y a des gens à l'OPC qui font pas de temps supplémentaire et ça serait une bonne idée qu'on le fasse, mais l'industrie est rendue on est là. Une des seuls endroits encore. Ben oui, où est-ce que c'est la vente en ligne, la vente en ligne, je veux dire, la vente en ligne est là plus que jamais. Ça veut pas dire effectivement qu'on n'a pas besoin d'avoir une personne ressource en concession pour X, Y raison. Mais il y a bien des gens, moi le premier, je veux sauver du temps dans une journée.
j'ai pas envie d'aller au concessionnaire. Voulez-vous un café? Asseyez-vous. On va finir la transaction avec l'autre. Non. Non, viens me porter ça à domicile. Je l'ai fait, la transaction, c'est parfait. Moi, si tu me règles ça en 15 minutes, je suis le plus heureux des hommes. Ben, c'est bien parce que tu représentes un tiers de la clientèle. Puis mais je vais être allé en concession peut-être pour la voiture. Je vais avoir fait mes devoirs en ligne, puis etc. Ouais. Mais au moment de prendre livraison, ben, j'ai pas besoin, honnêtement. Si je travaille beaucoup dans la vie, j'ai pas ce temps. Je peux pas dire je vais me libérer une après-midi de temps pour dire je vais aller prendre livraison. Il y a des gens pour qui ça marche, d'autres ça marche pas. Le modèle d'affaires d'aujourd'hui permet justement de s'adapter à son consommateur. Ouais. Mais bon, il y a plusieurs éléments là, dans ce dont on veut parler, mais je pense que la clé principale, si demain matin, on s'ouvre un concessionnaire, peu importe la marque, peu importe le volume, peu importe le type de marché, que ce soit de l'entrée de gamme, du grand luxe, du camion, de l'électrique, peu importe c'est quoi. C'est quoi l'élément clé que ça prend pour commencer? Une bonne équipe. Une équipe en qui tu as confiance, puis une équipe qui ne te laissera pas tomber après 2 mois. Alors, une petite équipe soudée, serrée, solide à fond, qui a le même objectif, bien rémunérée, pas trop de monde que tu payes moins bien, moins de monde que tu payes mieux puis qui ont la cause sur le cœur. Il faut que tu commences comme ça. Après, sky is the limit. Moi, je pense qu'il faut que ça commence comme ça. Et le gros problème de l'industrie en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de têtes brûlées. On est capable d'attirer ce monde-là, justement, puis de créer cette la pénurie de main-d'œuvre est un problème, on s'entend. Pour toutes les industries, en effet. Pour toutes les industries. Mais j'ai pas nécessairement l'impression que, et la question est intéressante, ce que tu as soulevé, j'ai pas nécessairement l'impression qu'on a besoin d'autant de monde. Tu sais, j'ai jamais compris pourquoi le vendeur qui faisait souvent tout le travail était celui qui avait une commission de 500 $ sur la vente du véhicule, alors que le FNI allait se faire 3000 après en vendant des produits dérivés. C'est souvent le vendeur qui a fait toute la job avant. Tu sais, le métier de FNI ou de directeur financier est, oui, un métier lucratif et il y a du travail des fois pour aider des gens en financement, bien sûr. Puis bon, ça dépasse le cadre de je vais te vendre une garantie prolongée ou un protecteur de tissu. Là, on n'est pas là. Mais il y a une inégalité dans la rétribution salariale, je pense, d'un vendeur par rapport à un directeur financier. Moi, je suis persuadé qu'une personne bien formé, avec moins de clients, qui prend moins de planchers, mais qui se concentre davantage sur ses clients, serait capable de faire un travail plus complet. Et effectivement, on y revenait à ça tantôt. Le consommateur pourrait s'en sentir serait plus en confiance et sortirait de là avec une expérience client plus intéressante. Et tu sais, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est responsable des renouvellements de baux de location, ben c'est ton client, vas-y. Je ne veux pas me faire appeler par quelqu'un d'autre, moi. Pour l'avoir vécu pendant bien des années, pour avoir été au renouvellement, pour avoir été FNI. Hein, fait que tout ce que tu dis me parle énormément. Puis, je suis en accord avec beaucoup de ce que tu dis. Au final, tu as dit, puis c'est un peu l'essence du texte, ça prend une équipe, ça prend un leader positif, ça prend quelqu'un qui a le goût. Puis, tu sais, dans mon texte, je le disais, comme mon propriétaire, je leur ai demandé de faire l'exercice. Quand j'ai commencé dans la vente automobile, on m'a donné une formation qui était, il faut que tu écrives un petit pamphlet. Il faut que tu écrives 10 raisons pourquoi ils devraient acheter de toi, 10 raisons pourquoi ils devraient acheter de ta concession et 10 raisons pourquoi ils devraient acheter ta marque. Intéressant. Fait que ça, c'était la base conseiller, parce que là, tu avais du moins, tu avais la concession puis la marque. Ouais. Puis là, si je dis au propriétaire aujourd'hui, donne-moi 10 raisons pourquoi je devrais travailler pour toi. Ouais. Là, on part la conversation. Fait que quand on a ça, là, on a un leader inspirant, on a l'équipe qui ont une vision, ils ont du fun, puis peu importe le poste ou peu importe la structure où ce qu'on va parler, quand tu as une équipe qui s'occupe de toi, tu arrives dans une business, tu poses une question, c'est pas à personne ressource, elle te dit pas va-t'en là-bas, elle te dit viens avec moi, elle t'amène à personne ressource, tout est dans l'équipe. Puis j'apporte une nuance aussi, si tu me permets. Ben oui. Lorsqu'une équipe se bâtit, souvent il y a une affaire de famille dans une équipe comme celle-là. Et c'est très difficile de compétitionner
un fils de propriétaire, la sœur, bref, quand il y a un lien familial, c'est toujours très difficile. Alors, si moi, je suis chef d'entreprise demain matin, que j'ai des membres de ma famille dans l'entreprise, il faut qu'au jour 1, on mette carte sur table, qu'il y ait une équité qui soit faite. Et si tu as l'intention de faciliter la vie aux membres de ta famille, dis-le au jour 1. Ah oui, totalement. J'ai des amis personnels qui ont passé 10 ans dans des concessions, qui étaient compétents pour diriger ces concessions-là, mais qui n'ont jamais réussi à monter parce que, le membre de la famille est arrivé comme un cheveu sur la soupe après avoir perdu 3 jobs, puis finalement, ça se passait comme ça. On a vu ça tellement souvent. Fait que s'il y a un lien familial ou un facilitateur quelconque pour quelqu'un qui est dans l'équipe, il faut que ce soit transparent. C'est tellement un bon point. Puis l'industrie, on s'entend, c'est pas marginal, là, ça existe. Là, beaucoup de familles, beaucoup de concessionnaires assez familiaux. Ça a été première, deuxième, troisième génération. Puis, fait que là, on jase pas à juger, mais à challenger un concessionnaire, mais c'est une grosse petite business. Tu sais, ça reste une entreprise familiale. Souvent, c'est géré par des gars et des filles qui ont appris le métier dans la concession puis qui ont grandi dans la concession. C'est géré avec le cœur. C'est vrai, ça a des plus et des moins dans l'occasion aussi. Totalement, oui. Puis c'est vrai, moi, je l'ai vécu autant dans mes années de concessionnaire qu'avec des clients, les deux. Des familles qui ont bien préparé le terrain et d'autres qui ont à la vienne comme je te pousse. Ceux qui ont bien préparé le terrain, mais souvent, il a commencé, il est allé aux pièces, il est allé au service, il est allé, il a fait tout. Il parle, puis j'ai des noms qui popent dans la tête. Mais moi, je dis pas de nom. Non, ça qui est je dis pas de nom. Mais je me permets de nommer un nom, et c'est Mercedes-Benz Laval. Alors, les Sœurs Leblanc, d'abord, c'est une concession. Elles ont pris le relais. Je pense que c'est une concession qui, visiblement, est dirigée de main de maître aujourd'hui. Mais il y a un héritage familial qui est très fort là-dedans. Tu sais, des concessions comme ça, il y en a beaucoup au Québec. Mais il y a aussi des histoires d'horreur. Fait que, si on parle plus des histoires d'horreur, malheureusement, que de ces belles histoires-là. Puis c'est normal. Mais s'il y a des histoires d'horreur comme ça, c'est parce qu'il y a un dirigeant qui n'a pas fait sa job. Tu ne peux pas mettre la pression ou tu ne peux pas, condamner l'employé, le fils, la fille pour ses agissements. Lui, il a pris l'opportunité, il est allé. Est-ce qu'il était compétent pour le faire? Peut-être pas. Puis même au-delà de la famille ou pas, Antoine, l'employé, il y a une description de tâches, il y a un plan de paye, il y a des objectifs, il fait ce qu'on lui dit de faire, puis très souvent, l'employé va dire « Je suis pas à l'aise avec ça ». Là, il y a du turnover. Il y a des employés qui changent d'endroit parce qu'ils sont pas à l'aise avec ça. Puis ça, c'est très bien parce que ceux qui n'auront pas cette belle culture-là, ils sont plus capables de recruter du staff. Ça tourne trop. Fait que c'est ceux qui vendent à d'autres qui font des plus gros groupes. Fait que moi, je crois que ceux qui ont on sort un peu du cadre parce que ce qu'on dit là, c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour n'importe quel type de commerce. Absolument. Bon. Tout à fait. Mais ça commence par une équipe. Après, totalement. Après, là, il y a plein d'autres trucs. T'sais. C'est intéressant. Puis je vais me permettre une parenthèse en restant à Laval, justement, parce qu'on parlait, tantôt de ce que ça fait d'avoir un gros groupe versus un propriétaire unique qui va rester sur place. Puis un autre concessionnaire de Laval, je pense, qui a réussi à conserver cette ambiance très familiale, malgré qu'il appartient maintenant à un gros groupe pan-canadien, c'est BMW Laval, avec la famille d'Argenio. Tu arrives sur place, c'est pas rare que M. d'Argenio, senior ou fils, est sur place, va t'accueillir, connaît ses clients, va te serrer la main, va t'offrir un espresso. Et ils ont réussi à ce moment-ci à conserver cette ambiance très de proximité et très chaleureuse avec leurs clients, malgré que, justement, il y a d'autres investisseurs maintenant dans la concession. Ça, pour moi, c'est l'essence. Tu sais, si on dit c'est quoi un concessionnaire automobile à la base, j'ai toujours le même exemple. Je dis, c'est la business dans la ville qui réussit bien puis qui s'implique dans sa communauté. C'est celui qui va commanditer la parade du Père Noël. Tu sais, à la blague, c'était toujours ça, mais ceux qui ont su conserver cette essence-là de famille, de proximité, ça a une énorme valeur. Puis la clientèle est fidèle à cause de ça, je suis convaincu. Puis je vais faire un petit point peut-être groupe. Vas-y. Opportunité puis challenge, parce que dans les groupes, tu sais, tantôt tu disais aussi, mettons que j'ai plusieurs marques, bien plus difficile à gérer, mais je trouve qu'il y a une opportunité pour le service à la clientèle. Parce que si moi je suis en location avec une marque X, un sport utilitaire, puis il me reste 6 mois à ma location, puis que l'ensemble du groupe peut m'offrir
8 autres, parce que je magasine, de pouvoir magasiner à l'intérieur du groupe. Fait qu'il y a souvent cette synergie-là qui n'est pas présente. Souvent parce que les manufacturiers vont exiger que tout soit séparé. Parce qu'on travaille en silo. Exactement, c'est là que j'allais, les silos. Ben, ça, c'est quelque chose qui doit changer. Puis je fais le lien avec ce que tu disais aussi tantôt, les clients, ils s'en foutent. Hein? Puis c'est ça, le client, le concessionnaire, manufacturier, c'est la même affaire pour eux autres. Si j'achète un véhicule puis il va pas bien, je vais chialer sur mon dealer. Puis si le taux d'intérêt, je vais chialer sur mon dealer. Ouais. Puis si mon dealer me donne un pas bon service, je vais chialer sur mon manufacturier. Pour le consommateur, il fait pas la différence. Mais ça, c'est... Écoute, en date d'aujourd'hui, là, tu rentres dans un concessionnaire qui appartient à un groupe multimarque. Tu fais l'expérience actuelle avec un conseiller aux ventes, tu nommes tes besoins et tu arrives au constat que dans l'alignement partant des véhicules qui sont disponibles dans cette marque-là, le véhicule idéal par rapport aux besoins que je viens d'exprimer n'existe pas. Par contre, chez le voisin qui appartient au même groupe, il y aurait un véhicule parfait pour moi. Mm-hmm. Est-ce qu'on va de façon le même transparente et je me dire viens-t'en de l'autre bord puis je sais exactement ce que ça te prend, c'est juste pas ici. Est-ce que ça arrive? C'est tout un défi. Totalement. C'est tout un défi parce que là, ça vient complexifier la gestion à un niveau incroyable. Non seulement au niveau administratif, mais au niveau physique aussi. C'est-à-dire, le vendeur ne peut pas passer son temps à se promener d'un endroit à l'autre. Après ça, si ce sont des ventes virtuelles, là, c'est différent. Et ça, elles vont se multiplier. Ah, totalement. Alors, c'est sûr que si il y a un représentant dédié, je dis n'importe quoi, au groupe Albi, et qui, lui, est responsable de vendre les 10 marques du groupe Albi, avec comme objectif de conseiller, de diriger le client à partir du moment où on va évaluer le véhicule d'occasion jusqu'à la transaction finale, jusqu'à tout ce que ça voudra, ça peut être un modèle d'affaires intéressant, mais qui se fait beaucoup plus facilement dans le virtuel que dans le tangible physique. Là. Ouais. Alors, tu sais, encore là, pour être capable de cerner son client, de répondre à ses besoins à lui. Moi, je veux dire, combien de fois je me suis acheté un véhicule et que je recevais un appel du constructeur pour me dire « Nous avons une promo incroyable en ce moment. Nous vous invitons à apporter votre véhicule pour le faire évaluer. » Je savais que ça se pouvait pas. Je savais qu'il allait à la pêche, puis c'est correct. Mais c'était impersonnel comme façon de faire. Tu sais, puis qu'est-ce que je peux te nommer comme exemple? Je me suis procuré un véhicule cette année. Je me fais harceler par le constructeur automobile pour m'abonner à OnStar. Alors, le concessionnaire n'a rien à voir là-dedans. Mais le constructeur automobile, lui, a une technologie désuète qui s'en va à la dérive, qu'on veut offrir, qu'on essaye de vendre le plus possible. On a engagé un maximum de monde. C'est une catastrophe, là. C'est une catastrophe, cette histoire-là. Puis, je l'ai mentionné à mon vendeur, je l'ai mentionné au concessionnaire. Eux peuvent rien faire. Ils ont des plaintes quotidiennes de la part de consommateurs qui sont écœurés de se faire achaler. Tu n'es pas capable de te retirer de la liste. C'est ça. Ah ouais. Il y a toutes sortes de situations comme ça. Quand tu achètes un véhicule, ça vient avec une espèce de lot de responsabilité comme ça, puis il faudrait que tu puisses être capable de contrôler ça en tant que consommateur. T'sais. Moi, j'ai dit au concessionnaire General Motors, j'ai dit, écoute, il faudrait qu'il y ait un formulaire qui les autorise à m'achaler là, parce que ça n'a pas de sens. Ben, tu parles de ça, j'embarquerai pas sur la loi 25, qui est un de mes sujets de prédilection. C'est excitant au bout. Puis là, comme en septembre 2023, il y a beaucoup d'autres aspects de la loi qui vont changer, qui vont être mis en vigueur. Tout ce qui est le consentement. Ouais. Il y a d'énormes changements, puis ça m'amène au point où est-ce que la collaboration entre le manufacturier et le concessionnaire, elle doit être plus présente, parce que, comme consommateur, on le dit, on s'en fout, on ne fait pas la différence, la distinction entre les deux, mais je reçois des communications de comme 2 canaux de communication, puis ça, c'est pas agréable, c'est pas unifié comme expérience. Puis là, avec le consentement, de dire, ben, je donne le consentement au manufacturier ou au concessionnaire de me relancer ou pas, il va y avoir énormément de changements. Puis je pense que c'est une belle opportunité pour les manufacturiers et les concessionnaires de travailler ensemble, parce que sinon, ça va être de pire en pire ce que les consommateurs vont recevoir comme communication, parce qu'il va y avoir comme
deux business. Au lieu de ramener ça, ça va être encore plus des silos. Puis c'est pas un avantage pour personne, ça. Est-ce que... Puis là c'est moi qui pose une question parce que je trouve que c'est quand même pertinent comme sujet. La relation entre un concessionnaire et le constructeur est évidemment évidente. Mais ce qu'on commence à constater, c'est qu'il y a des concessionnaires qui sont tellement forts qu'ils deviennent plus puissants que le constructeur lui-même. Alors, quand toi, tu as 6, 7, 8 concessions d'une même marque, que tu contrôles un marché, une région au complet, que tu as plus d'inventaire que le constructeur lui-même, bon, en ce moment, c'est un peu moins possible que ça l'était à une certaine époque. Mais est-ce que ça ne devient pas dangereux? Et moi, je regarde, par exemple, Nissan sur la Rive-Nord, Nissan à Montréal, Nissan sur la Rive-Sud, qui a donné tous ces bonbons à une seule personne ou à peu près. Mais là, je fais, OK, mais il y a un danger, là. Parce que si ce concessionnaire-là prend une direction qui ne répond pas aux attentes de la marque, et en ce moment, Nissan est en eau trouble, là, on va se le dire, là, les chiffres de vente sont en baisse de 30-35 %. Infiniti, c'est encore plus catastrophique. Faut que tu aies les reins solides pour composer avec la dure réalité de Nissan en ce moment. Tu ne veux pas être un concessionnaire Acura en 2022-2023 qui n'a pas d'inventaire, qui n'innove pas, qui n'a pas de nouveaux produits. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu vends du use, puis... Tout ceci explique la consolidation des groupes aussi. Les petits individuels de marque, c'est un bien plus gros défi. C'est un danger. Alors moi, je pense que c'est quand même important de continuer de faire une répartition plus juste des concessionnaires en même temps. Mais ça, c'est un manufacturier, ou presque, parce que l'ensemble des manufacturiers, de ce que je comprends, c'est assez bien diversifié. Oui. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que même les manufacturiers, à leur niveau, se posent les mêmes questions, puis sont à la recherche du modèle, puis de what's next, puis comment on va servir nos consommateurs dans le futur. Puis on voit des tangentes très différentes avec les manufacturiers. Puis ça, c'en est une qui est très particulière. Puis j'avoue que ça peut peut-être avoir des avantages, mais tu sais, prenons un groupe comme Delary qui a près de 100 concessionnaires au Canada. Delary est plus riche que... Je sais pas, moi, Mitsubishi Motors, tu sais, Mitsubishi, c'est un petit joueur, mais que ce soit Volvo, que ce soit, pensez à plusieurs marques qui font un peu de volume à chaque année. Le concessionnaire ou le regroupement de concessionnaires est plus puissant que le constructeur lui-même. C'est un danger pour toi, ça? Ben oui. Ouais, hein? Ben oui. Ouais, moi aussi. Ça marche pas. Parce que là, c'est toi qui mène le bal. Alors, toi, tu vas dire au constructeur comment gérer sa business, parce que sinon, tu débarques. Puis on l'a vu, c'est arrivé. Il y a des concessionnaires, il y a des regroupements de concessionnaires qui ont fait « Hey, moi, j'aime pas la façon dont vous faites la business. Savez-vous quoi? Je tire la plug. » Ça reste un partenaire d'affaires, la manufacturier. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, si on parle que si on se bâtit un dealer de rêve, ou c'est la même affaire, le manufacturier, le choix de ton manufacturier, si tu l'as pas tatoué sur le cœur, comme tu veux faire avec ton équipe. Je pense que ça part de là. Il faut que tu aies ton manufacturier, ta marque tatouée sur le cœur comme propriétaire. La relation avec le manufacturier est extrêmement importante. Puis moi, je crois que dans un moyen et court terme, les manufacturiers qui vont avoir une belle collaboration publique, visible, avec les concessionnaires, parce que pour le consommateur, c'est comment le manufacturier traite son réseau de concessionnaires. Probablement que je vais être traité de la même façon. Fait que je trouve qu'il y a des gros défis, il y a des challenges pour certains manufacturiers qui prennent des tangentes que j'aurais pas pris, mais je ne suis pas manufacturier. En ce moment, il y a des constructeurs automobiles qui ont de gros défis à surmonter. Prenons Hyundai, qui doit avoir de la demande pour livrer 25 000 Ioniq 5 au Québec, puis ils en ont 4 000. C'est pas facile là, de composer avec cette clientèle-là. Mais Hyundai est allé s'attirer la faveur du public et ça a été fait au pic-papel. Là, ça a été long avant que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on a une réputation magnifique chez Hyundai. Là. On a rehaussé le niveau de la clientèle, comme on l'a fait chez Subaru également. Kia, on partait de loin. On a nivelé beaucoup vers le haut. Il y a des marques japonaises qui souffrent en ce moment du succès des marques coréennes énormément. Pourquoi? Parce que
je pense qu'on a bien travaillé, je pense qu'on a bien traité les clients. Il y a toujours des cas d'exception, mais je pense que de façon générale, on a bien traité les clients et les concessionnaires. À l'opposé, je regarde Ford, qui se fiche éperdument du marché canadien, comme si on était moins important que le Rhode Island, qui est le plus petit État américain. On n'en a rien à foutre. Le Canada, c'est une faible monnaie. On va shipper des F-150 parce que, OK, on fait bien du profit là-dessus, puis on va leur en donner. Mais le reste, non, on va garder ça de notre côté. Mais tu es un concessionnaire Ford. Tu veux tuer, là. Tu sais? Puis il faut que tu changes ton modèle d'affaires. Parce que tous les clients que avec qui tu as entretenu des relations au cours des 10, 20, 30 dernières années, qui t'ont acheté des Tempo, qui t'ont acheté des Escape, qui t'ont acheté des Escort, des Focus, qui ont acheté des VUS plus gros, des Lincoln plus luxueuses aussi, tu les as à peu près toutes perdues. Tu n'es plus capable de les servir parce que qu'est-ce que tu as dans le cours? Des F-150. C'est tout ce qu'on te sert au Canada. Va-t'en d'un concessionnaire Ford aux États-Unis, tu choisis la couleur du modèle que tu veux, peu importe. Au Canada, F-150, noir ou blanc. C'est comme ça que ça marche. Ça démontre un peu aussi l'ampleur du défi. La gestion malsaine qui est faite chez Ford, bon, moi j'ai un peu le feeling que Ford Canada décide absolument rien, là. Puis que tout se passe à Dearborn, puis qu'on a décidé de faire du Canada le souffre-douleur, et peut-être que ça changera un jour, mais depuis quelques années, c'est ce qu'on est à même de constater. Chrysler, ça a un peu été la même chose, dans une moindre mesure. GM, j'oserais dire que c'est le moins payé des trois dans les Américains, mais on sait qu'aujourd'hui, les constructeurs américains, ce sont des vendeurs de camions. Des modèles d'affaires, c'est de vendre des camions. C'est ça qui paie absolument tout. Et puis, oui, on a vendu de l'électrique un peu chez GM, chez Ford, mais à perte, là. On n'a pas réussi encore à faire du vrai profit avec des véhicules électriques. Le pain et le beurre, c'est les pick-up. On le sait. Maintenant, ça ne peut pas être que ça. Puis Ford, bien que le F-150 soit encore le camion le plus vendu et va probablement le demeurer pour très longtemps, mais on perd énormément de monde, là. On perd beaucoup, beaucoup de monde parce qu'il fut une époque où Ford était capable de répondre aux besoins de tout le monde. Et c'est dommage, c'est vraiment plus le cas. La transformation électrique transforme certains manufacturiers et d'autres plus à certains égards. Puis c'est des bons exemples. Les Coréens s'adaptent très bien à ça. Dans mon ancienne vie chez Toyota, dans les débuts 2000, c'était il faut watcher les Coréens. Depuis toujours, tu sais, les Japonais c'est difficile d'être le premier. Quand on est le premier, on est watché, mais ils se sont jamais assis sur le laurier, puis ils ont toujours les Coréens. Puis c'est des cycles, mais on les a vus, les Coréens, justement. Et c'est drôle parce que tu me parles de Toyota au début des années 2000, il vient de me revenir un souvenir. Au début des années 2000, chez Toyota, ou à la fin des années 90, on avait développé un programme qui s'appelait Accès Toyota, qui tentait de faire un peu ce que Saturn avait fait. Un prix, pas de négociation. J'ai vécu ça, un prix unique. Un prix unique, pas de négociation. Ça a fonctionné même pas un an. C'était la plus belle affaire qu'il n'y avait pas. Moi, j'ai participé. Dans le sens, j'étais conseiller en produit à cette époque-là. J'ai encore le gros cartable d'informations chez moi. Et je pourrais te redire la phrase d'introduction, d'accueil. C'était la plus belle affaire qu'il n'y avait pas. Puis ça, c'était un point depuis tantôt que je disais, il faut qu'on parle parce que pour moi, là, l'élément qui va accélérer les transformations dans l'industrie, c'est la journée qu'on va avoir des prix fixes des manufacturiers. Plus de négociation. Que ce soit les Saturn, les Accès... Tu vas négocier l'échange. L'échange, il y a toujours... Tout à fait. Non, mais j'ai pas de problème avec ça. Comme consommateur, j'ai des alternatives, j'ai du pouvoir. Je reste en contrôle de ma transaction. C'est mon échange, pas de problème. Là, il y a d'autres stratégie avec les échanges, ça c'est une autre affaire, mais d'avoir un prix unique, moi je l'ai constaté, les consommateurs n'aiment pas négocier. Tu sais, quand on va s'acheter des électroménagers, je sais pas c'est quoi son markup, puis le prix de détail, puis il m'enlève 20%, il se fout-tu de ma gueule parce qu'il y en a... J'en ai aucune idée, j'aime pas négocier. Le monde qui aime négocier, c'est une minorité. Puis souvent, les gens disent ça, mais ils n'aiment pas vraiment. Parce que si je suis pas en contrôle, j'ai aucune idée si je me fais avoir. Je peux avoir négocié un poêle, puis une laveuse, puis une chercheuse. Je suis sûr que je suis le king de la négociation.
puis j'ai payé PDSF. Est-ce que d'être transparent au point de dévoiler le profit sur le produit, ça peut être une solution? Moi, je pense pas, parce que dans quel domaine on a les profits? Tu sais, les iPhones, tout ça, les ordis, les restaurants, le linge. Je dis ça parce que la perception qu'ont les gens... là, Tu sais, je sais que moi, demain matin, je m'en vais m'acheter, je sais pas moi... le véhicule le plus vendu au Québec, je m'en vais m'acheter une scie à onglet chez Rona et il y a 40% de profit dans la scie à onglet, puis j'en fais pas de cas. Mais je m'en vais m'acheter une Toyota Camry chez un concessionnaire Toyota. Ils ont fait 1400 $ de markup sur la voiture et c'est effrayant. Ouais, ça, c'est un fait. Ça marche pas. C'est 10% du Ça a toujours été la perception des gens, les marges de profit que les concessionnaires, parce qu'il y a des manufacturiers qui ont des 10 000 de rabais, des 15 000 de rabais, pensaient que les concessionnaires avaient cette marge de profit-là. C'est vrai sur des pick-up. C'est ça le problème. Fait que les prix employés, les gros rabais de 10, 15, 20 000 qui ont été pendant des années des fers de lance du marketing, c'est ce qui a probablement aidé les consommateurs à avoir la perception. Parce que, comme on dit tantôt, ils font pas la différenciation comme consommateurs. Manufacturier ou dealer, c'est la même affaire. Mais là, toi, comme dealer, tu as 10 000 de rabais sur le truck. Oh, tu as du gros profit. Je l'ai vécu comme conseiller. Les gens pensaient qu'on faisait 1 million. Quand c'était 1200, 1300 $, c'était la moyenne de profit chez Toyota qu'on avait par véhicule. Puis attention, là, une Yaris et une Corolla, c'est pas ça. Là. Non. C'était payant quand tu vendais un Sequoia et un Highlander, mais... T'en vendais 2 par année. C'est ça. C'était pas... Aujourd'hui, le markup sur une voiture compacte, une Honda Civic, c'est rendu 30 000. Mais est-ce qu'ils font vraiment plus d'argent avec la Civic aujourd'hui qu'ils en faisaient il y a 4 ans? Non, la voiture coûte plus cher. Puis le profit va baisser probablement avec l'électrique, les modèles agences, puis tout ce qui s'en vient dans le futur. Je pense pas que les marges aux concessionnaires vont augmenter. Fait que raison de plus pour moi pour avoir comme accès Toyota un prix unique. Tu sais, je veux dire... moi, je suis pas persuadé. Personnellement, je suis pas persuadé. Moi, je vais dire pourquoi. Parce que il y a un MacBook, un iPhone, je vais aller dans n'importe quel endroit, un trio Megiddo. Je veux dire, je négocie pas dans la vie. La culture a fait en sorte qu'on négocie les gros achats. Encore là. Mais si j'avais un véhicule que le manufacturier vend 23 500, puis tu le sais, hein, les pricing, là, c'est compétitif. Il n'y a pas un manufacturier qui va pricer une sous-compacte dans son créneau 2000 $ de plus que les autres. Donc, le travail d'avoir un bon prix juste, pour moi, il est fait à la source au manufacturier. On devrait enlever cette épine-là de la cour des concessionnaires. Hey, enlève-moi ça. Mais surtout là, être plus transparent. Oui, mais le prix unique permet la transparence. Totalement. À partir du moment où tu... Puis là, je vais ouvrir une parenthèse. On a prouvé que le prix unique, c'était pas toujours la solution parce que, on a une politique de prix unique, mais c'est drôle, le prix de transport préparation a monté de 350 $ cette année. C'est pas une politique. Oui, mais le prix unique, c'est qu'il n'y a pas de négociation. Si, admettons, le transport préparation, puis j'aime ce que tu dis là, il augmente de 300 $. Le manufacturier, il a pricé son char dans son créneau avec les autres. Okay. S'il augmente son transport préparation, c'est parce qu'il juge qu'il y a de la place. S'il augmente trop, le manufacturier, puis il price pas bien son véhicule, puis que les ventes sont pas là, le manufacturier va donner un rabais. Mais il n'y a pas la game de négociation. Je suis pas contre le concessionnaire. La seule affaire qui me reste, on l'a dit, c'est mon échange. Ouais. Puis je fais une parenthèse avec... le concessionnaire, qui est la nouvelle... enlève ça, il n'y en a pas de ça. Moi, enlève ça. Et Colin, il y a un prix, puis c'est tout. Et ça, embarque-moi pas là-dessus, tu vas m'allumer. Mais je vais aller à blague à part. Je le sais, tout le monde en a. Mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On dit, on est heureux de vous annoncer cette année qu'il n'y a pas d'augmentation de prix sur tel modèle. Parfait, le taux est passé de 3,9 à 8,9. Et tu me dis d'en face qu'il n'y a pas d'augmentation de prix. Veux-tu rire de moi, là? Mais le taux, bon... Mais le prix, s'il n'est pas négocié, s'il est d'avance, si le rabais vient du manufacturier, ce que j'allais dire, il reste juste l'échange. Puis dans le temps de l'accès Toyota, là, c'était génial pour le client parce qu'on n'avait pas un formulaire d'échange. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un formulaire d'achat. Oui. Et ça, là, je veux dire, je lève mon chapeau parce que le consommateur, il évaluait son véhicule, puis je m'engageais à y acheter, qu'il m'achète un véhicule ou pas. C'est écrit, c'est un contrat d'achat. Si je te donne 8 000, je te l'achète à 8 000. Tu peux aller magasiner n'importe où ailleurs. Puis si ça donne qu'ailleurs, il te donne 12 000. Parce que lui, il a un marché, peu importe. Tu peux venir acheter le véhicule chez moi. Tu vas venir avec son affaire d'achat à 12 000 à lui. Là, moi, j'ai le droit de l'acheter comme concessionnaire. Mais sinon, je te le donne à toi et toi, tu l'achètes. Parce que toi, le 12 000 que tu as pris,
Tu t'es engagé à l'acheter à ce prix-là. Toi, tu le places, tu le vends, peu importe. Le consommateur, là, il magasinait son échange. Puis il y avait un engagement du concessionnaire que j'achète ou pas un véhicule ici, je te donne. C'était pour moi la meilleure affaire pour le consommateur. Sincèrement, j'y crois. Il partait avec son 8000 puis il allait voir les autres concessionnaires. Puis là, il y en a qui s'est tiré à 8005, 9000. C'est correct? 5, 10 000. C'est parfait. Tu sais, bon. Le consommateur est-tu gagnant, Antoine? Oui. Ouais. Le consommateur, Oui, mais le consommateur aujourd'hui, c'est prouvé que le consommateur aujourd'hui fait pas plus que 3 places. Ouais. Alors, le jeu de dire, OK, je vais faire 10 concessionnaires, puis je vais aller voir 4 concessionnaires Chevrolet pour le même produit, ça n'existe plus vraiment. Non. Mais c'est là que la politique de transparence et de prix unique, pour que ça marche, il faut que tout le monde le fasse. Tu comprends? Ça, c'est l'autre élément. Si toi, tu dis, moi, c'est prix unique, parfait. Tu vas venir chez nous, je vais te donner mon prix unique, puis tu vas aller chez le voisin qui va t'en donner un petit peu plus. Qui ont décidé d'ouvrir le samedi et d'autres pas. Parle à des propriétaires de concessionnaires qui ont décidé d'ouvrir le samedi puis de fermer en disant le samedi, on avait juste des Kicker Tire qui venaient nous voir en concession. On faisait jamais de vente officielle. Puis on a décidé de mettre la clé dans la porte. Puis il y en a d'autres, non, moi j'ouvre 7 jours. Ça a fait une grosse polémique à l'époque. Ben oui. Quand tu t'arrêtes pour penser à ça, il y a des concessionnaires qui voulaient offrir un service à la clientèle 7 jours sur 7. C'est ça. C'était ça. Là, on sait l'occasion, les pourquoi, que ça a commencé à l'époque. Mais... Entre les caisses des jardins qui sont ouvertes de 10h à 3h avec 1 heure de lunch, puis les TD qui sont ouverts 7 jours, ben, ça dépend ce que tu veux comme consommateur. Moi, je sais bien que j'aime ça que ça soit ouvert de temps en temps. Moi, je suis en ligne. Je suis correct avec ça. Puis là, parce que tu viens de parler de en ligne, je vais ramener ça sur la discussion qu'on vient juste d'avoir, juste pour ajouter à tout ce qu'on vient de se dire là par rapport au prix unique, puis à la transparence, puis au manufacturier versus le concessionnaire. Tu vas magasiner ton auto en ligne, là. La plupart des gens vont aller se build and price, pour parler en bon français, sur le site du manufacturier. Ouais. Les sites des concessionnaires, ils commencent à avoir des normes, puis dans les dernières années, il y a des programmes qui sont arrivés pour essayer d'uniformiser ça, mais ça allait dans toutes les directions. Tu n'avais jamais la même information ou la même présentation, quoi que ce soit. Donc, le réflexe était de se dire, je vais aller sur le site du manufacturier, ça va être la bonne info. Des mises à jour qui étaient faites au bon moment. Puis aujourd'hui, c'est plus frivole que jamais. Les taux changent à tout bout de champ. Gérer un inventaire. Là, aujourd'hui, le constructeur est capable de te l'afficher, l'inventaire. Alors, c'est sûr que tu vas sur un site de constructeur aujourd'hui. Avoir un site de concessionnaire, oui, ça demeure pertinent, mais pourquoi? Pour le numéro de téléphone, pour la prise de rendez-vous, puis pour l'inventaire d'occasion. C'est ça, là. Ça me prend un refill d'eau, comme ça, ce sujet-là. non, mais c'est vrai, là. Il y a plusieurs entreprises, et au début de ma carrière, j'ai travaillé pour une de ces entreprises-là, qui se sont spécialisées dans la fabrication de sites web de concessionnaires. C'est un modèle désuet, là. Pour moi, c'est un modèle complètement désuet. Tu peux plus... Aujourd'hui, là, un concessionnaire fait quoi? Il prend son inventaire d'occasion, il le met sur Kijiji Auto, il le met sur Auto Hebdo, accessoirement sur autogo.ca aussi. Il y a une coupe de sites comme ça, mais il va flaguer, il va payer un montant mensuel, il va mettre ses voitures sur des plateformes comme ça. Puis son inventaire d'occasion va être visible sur son site, mais qui va sur le site? Les gens, là, ils vont faire... Kijiji Auto, autogo.ca, je cherche un Jeep Cherokee 2016 Trailhawk, parfait, voici ce qui est offert, voici où je peux les acheter. Merci. C'est ça qui se passe, là. C'est pas, je vais aller voir le site de, je dis n'importe Valleyfield Dodge, ou je sais pas, je te donne n'importe quoi, puis je vais aller voir ce que lui a à m'offrir parce que je vais aller acheter un véhicule là. Ça arrive de moins en moins. Et ça va se transformer. Ça, c'est un gros sujet. Puis dans les amis et les collègues qui sont dans ce domaine-là, puis j'en ai encore beaucoup qui en font. Mais moi, je leur dis, il n'est pas minuit moins une, mais parce que depuis des années, ma vision, puis là, je parlerai pas de la loi puis du consentement, mais si tu mets tout ça là-dedans, d'avoir un site de manufacturier, un peu Porsche, il y en a d'autres qui l'ont fait, où est-ce que tu as ton manufacturier, puis là, tu as par exemple Longueuil.kia, Victo. Fait que d'avoir des sous-domaines de la marque, moi, depuis des années, dans ma tête, c'était comme un idéal pour l'expérience consommateur. Puis là, à l'intérieur de ça, le concessionnaire a son environnement qu'il peut personnaliser. Parce que là, les clients, les dealers, ils disent « Ouais, mais là, j'aurais plus mon site web, je pourrais pas le personnaliser. »
Ben, je dis, attends, tu l'as pas personnalisé ton site web. Parce que là, à propos de nous, là, c'est la même affaire que le template d'initial. Puis les photos d'équipe sont pas là. Puis, à part ton inventaire, c'est ça le point. Rendu là, fais-le sur Facebook. À la limite. Tu sais, moi, j'ai encore en tête le gars de Joliette Chrysler qui crie ses rabais. Ça, moi, je sais bien que je le ferme en 1 seconde quand je vois ça parce que ça m'agresse. Mais visiblement, ça marche. OK? Alors là, il a sa façon à lui de vendre ses véhicules, puis c'est bien correct. Mais tu le vois sur Facebook, tu le vois pas sur un site web. Ou peut-être que son site web est fait comme ça. Mais en même temps, si je m'appelle Stellantis Canada, moi, j'ai une image que je veux préserver. J'ai pas le goût que y ait un président de concessionnaire qui vienne un peu bousiller avec une formule XY, l'image qu'on a voulu développer. Je pense que Mazda est un des premiers constructeurs qui a voulu uniformiser l'image des sites web de ses concessionnaires. Avec les normes, les co-op, les programmes. Il y en a beaucoup. Je suis plus au fait là, de tous ceux qui non, mais il y en a beaucoup. Puis, Mercedes? Ouais, j'étais là quand ils l'ont fait. Au départ, ça a été... Tu sais, quand on parle du fameux balancier, là, le balancier est parti de très loin d'un côté et c'est en allé très loin de l'autre, où est-ce que là, c'était vraiment des sites manufacturiers en sous-domaine. Trop loin à trop loin. Trop loin à trop loin. Puis finalement, on est revenu vers une espèce d'équilibre. Un point là-dessus, je nommerai pas le manufacturier, mais j'ai fait du travail dans les derniers temps en ce sens-là. L'expérience est la suivante, ce qui est proposé au client. Tu vas sur le site du manufacturier, tu as le beau build and price, à la scène, location, achat, je peux avoir tous les détails. Je m'en vais sur le site du concessionnaire, parce que c'est encore dans la culture. Là, j'ai un autre build and price différent. Mais là, quand je veux cliquer, admettons, pour construire ce véhicule ou vérifier la disponibilité, là, il me renvoie dans un 3e environnement, qui est les Digital Retail Tools. Fait que là, les outils de vente en ligne. Fait que là, il y a une couple de gros joueurs ces derniers temps qui ont signé des ententes avec les manufacturiers. Fait que là, le client, il est redirigé vers un 3e environnement. Où est-ce que j'ai un consentement de moi, autorise-moi, puis moi, puis tous mes amis, puis les amis de mes amis, avoir été donnés, puis pour pouvoir avoir un prix. Et j'ai même vu ça chez certains manufacturiers avec l'occasion. Imagine, Antoine, tu l'as dit tantôt, il y a des marketplaces qu'on connaît au Québec, dans la culture Québec, on magasine des véhicules d'occasion, on est habitué, on va là, des fois sur le site du dealer. Mais là, le consommateur, il arrivait sur le site du concessionnaire, puis il voulait avoir des infos pour le véhicule d'occasion. Ouais. Il s'en allait dans cet environnement-là, Digital Retail / manufacturier, perdu comme expérience. Fait que là, il y a beaucoup de transformations qui se fait parce que tout le monde cherche les réponses. Puis moi, la seule affaire que je dis, tout le monde oublie le plus important, qui est l'expérience client. J'ai pas vu beaucoup de manufacturiers, de OEM, avoir comme base du changement ou de la transformation, quelle est l'expérience qu'on va offrir à notre client. Alors, le UX, c'est pas sur le dessus de la pile. Ce que j'aime, j'ai vu ça chez certains manufacturiers. Je pense à Volvo, mais c'est peut-être pas vrai là, non plus. Là. J'essaie de le voir dans ma tête. Tu t'en vas en ligne sur le site du manufacturier, tu construis ton véhicule, tu arrives à la fin, vous avez construit votre V60 cross-country, telle option, et là, sort l'inventaire québécois de ce véhicule-là. Alors, vous allez trouver la voiture que vous cherchez chez Sainte-Agathe, chez Laval, chez Si. Voici les véhicules. Vers quel concessionnaire pouvons-nous vous rediriger? Et là, toc, et tu peux faire ta demande de prix. C'est près de l'idéal. Ça marche. Moi, je rajoute une petite coche à ça. Là, puis si le consommateur fait son build and price, puis là, il a accès à l'inventaire. Puis là, pas besoin de savoir l'inventaire au Québec. Non. Le manufacturier, là, on en a 100 en inventaire. On en a. Ouais. Où tu veux prendre possession? À quel concessionnaire tu veux faire affaire? Peut-on aussi vous offrir comme alternative la voiture qui est la plus près de chez vous, qui n'a pas la bonne couleur, mais qui est très semblable à ce que vous avez construit. Tu sais, il y a des formules, là. Ah, c'est intéressant. Messieurs, on a posé la question, là, je ramène sur le fameux conseiller ou la fameuse personne responsable de l'expérience client. On va prendre 5 secondes pour le placer, parce que tu vas sûrement lire des roches, et je me suis fait lancer des pierres, mais je suis un gars solide. Parce que... on lit ça, des roches? Je sais. On va faire l'expérience dans quelques instants. C'est hiéroglyphe. Oui, c'est exactement ça. Il y en a qui sont ardents un peu, on peut marcher dessus. Mais parce que dans ma prémisse, c'était de dire une personne pour l'expérience. Les outils technologiques d'aujourd'hui, que ce soit pour le FNI, on en parlait, il y a plein d'outils qui sont disponibles, qui pourraient faire en sorte qu'une personne peut faire les rôles. Puis l'endroit où ça accroche le plus souvent, c'est l'aviseur, conseiller technique. Parce que là, on me dit, là, je dis, attends une minute, là. Premièrement,
de plus en plus les véhicules électriques, de moins en moins d'entretien, Deuxièmement, moi, mon idée est venue de là parce que quand j'ai commencé dans l'automobile, j'ai réalisé que les seuls qui avaient une clientèle, c'était les conseillers techniques. C'était pas les vendeurs. Il y en a. Il y en a des endroits que des conseillers aux ventes, ils ont leur clientèle. Qui envoient des cartes de Noël signées à la main au crayon. Que le client va dire, il est en vacances, je vais revenir la semaine prochaine. Les conseillers techniques, c'est les seuls qui, pourquoi? Parce qu'au moins 2 fois par année, voyaient le client, bâtissaient une relation. Mais là, je m'en vais avec des véhicules électriques qui demandent de moins en moins d'entretien. Je vois mon client 2 fois par année pour les changements de pneus. Heureusement qu'on a cette loi-là au Québec. Le reste, c'est service d'entretien 1, 2, 1, 4. Pour une location de 4-5 ans, j'ai pas besoin d'être un expert. C'est même la voiture qui va te l'indiquer souvent. C'est ça. Ouais. Alors, ça, c'était la prémisse initiale de j'ai pas besoin d'une expertise, peut-être autant qu'avant. J'aurais besoin d'avoir 1 ou 2 aviseurs, mes conseillers techniques, mes gars d'expérience pour les réparations et tout ça. Mais il y a une pénurie de main-d'œuvre. J'ai de la misère à recruter des FNI, des vendeurs, des conseillers techniques. Ouais. C'était là que l'idée a dit, Colin, pourquoi qu'on ne merge pas tout ça ensemble? Fait qu'on a lancé cette idée-là dans l'univers. Ouais. On a envoyé ça sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce que les gens de l'industrie avaient à répondre en termes de commentaires. On va prendre une petite pause refill d'eau. Et dans 2 petites minutes, on vous revient avec qu'est-ce qu'on a reçu comme commentaires, quel type de roches ont été envoyés à Dominique. Yes. À tout de suite. Alors, on est de retour après la pause. Le refill a été fait. Tout le monde a son eau. Merci. Oui, le vide aussi. Ouais. Le vide. On est prêt pour les roches. On est allé méditer. Dominique, Antoine, je pars ça. Dans le fond, je vais vous lire les commentaires qu'on a reçus. Il y en a, honnêtement, ça va dans toutes les directions. Et je vais commencer par un commentaire relativement positif, en fait, d'un concessionnaire qui est allé dans cette direction-là, déjà. C'est M. André Gingras du groupe Autoforce. Son commentaire va comme suit. En novembre 2022, on a inauguré la nouvelle concession Cadillac Ilpero. Nous en avons profité pour également changer l'expérience client en implémentant un processus recommandé par Cadillac. Okay. Voici les grandes lignes. Le client fait affaire avec seulement une personne de A à Z. Nous avons éliminé du processus le centre du développement des affaires, le FNI, le préposé à la livraison, le directeur des ventes, pour que le client puisse développer une relation avec son spécialiste de la marque. Alors, il n'y a plus de directeur financier. Semble pas. Okay. De ce que je comprends de son commentaire. Ensuite de ça, évidemment, les clients préfèrent de beaucoup cette structure parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être sur une chaîne de montage. Quand ils ont une question, ils savent toujours à qui s'adresser parce que c'est toujours la même personne. Et le défi, il termine en mentionnant, le défi est de trouver des individus avec de l'expérience qui peuvent être excellents dans tous les aspects de ce processus-là. Clairement. Nous sommes donc toujours en période de rodage, mais jusqu'à présent, nous sommes ravis de l'expérience. Alors, trouver évidemment des employés qui sont compétents, qui sont multitask, comme on dit en bon français. Évidemment que la pénurie de main-d'œuvre, ça vient régler une partie de ce problème-là parce que tu as besoin de moins de gens. Mais en même temps, Cadillac, c'est pas une marque à très gros volume. Alors, tu peux te permettre d'avoir une plus petite équipe mieux tricotée, serrée. Ça se prête bien, oui. Puis c'est peut-être pour ça aussi que le manufacturier recommande ça, parce que je savais Cadillac, pas. Et Cadillac est en ascension présentement. C'est une des rares marques en 2022 qui a vu ses ventes augmenter par rapport à 2020-2021 au Canada. Bien qu'on n'ait pas énormément de nouveaux produits, c'est une marque qui va très bien et sur laquelle GM veut mettre énormément d'emphase. Ça fait longtemps qu'on met des efforts pour la ramener. T'attribues ça à quoi, le succès actuel de cette marque-là? Évidemment, une certaine disponibilité de produits, mais aussi, on a quand même réussi à aller créer une image de marque un peu plus internationale que ce qu'on va retrouver chez Lincoln, par exemple. Et puis, on n'a pas l'impression non plus d'acheter un Chevrolet rebadgé. Infiniti, c'est le gros problème. Tu rentres chez Infiniti, puis c'est un Nissan avec du chrome. Là. Alors, Cadillac a peut-être... Ils ont des produits qui sont plus faibles que d'autres, mais je pense que on a amélioré les produits, on a réussi à fidéliser la clientèle et l'image trop péjorative qu'on a connue de Cadillac dans les années 90-2000, c'est vraiment passé en arrière. Alors que Lincoln, c'est pas ça. Infiniti, c'est pas ça. Jaguar, ça s'en va nulle part. On sait pas ce qui se passe. Cadillac est en train de redorer son blason et fait des efforts depuis 20 ans et ça commence à être payant.
Ça, c'est un fait. Puis aller sur le côté humain, parce que quand vous parliez, tu sais, comme d'avoir des gens compétents, tout ça, moi, je pense qu'encore là, ça revient toujours à la même chose, d'avoir les gens qui sont engagés avec nous. Là. Puis, je pense que c'est un vieil adage, hein, on va embaucher les aptitudes, puis on va leur apprendre... les attitudes, pardon, l'inverse. Hein, on va embaucher l'attitude, puis on va leur apprendre les aptitudes. C'est un bon exemple. Fait que je vais embaucher une personne de type empathique, relationnel, expérience client. Ils ne doivent pas être payés à commission, ils doivent avoir un salaire annuel. Puis je vais t'apprendre les rouages, les skills. De toute façon, que ce soit par exemple l'électrique ou peu importe. Je pense que tout ramène à ça. Je pense que, écoute, c'est un excellent point dans le sens où on ne retire pas complètement le reste des personnes. Tu sais, cette personne-là n'est pas celle qui va aller faire le changement d'huile sur l'auto. Tu n'as pas besoin d'être expert dans tous les départements. Dans le cas de la lyrique. Là. Ce que tu dois... Donc, le skill set qu'on recherche ou le type de personnalité ou de compétences qu'on va rechercher chez une personne comme ça est d'abord les compétences humaines, relationnelles. L'expertise qu'on veut, c'est la relation humaine. Le reste, c'est du knowledge, ça s'apprend. Mais et qui plus est, puis peut-être avec la COVID et tout ça, mais... le contact humain, les relations humaines se perdent de plus en plus. Mais je pense que la marque, ou là, du moins le fabricant, il a mis du sien aussi. Le Cadillac a travaillé pour que ses concessionnaires puissent offrir une meilleure expérience client. Et visiblement, il y a des groupes de concessionnaires à qui qui ont été interpellés par ça. Tout récemment, on apprenait que Luciani Infiniti laissait tomber sa bannière pour prendre une bannière Cadillac. De mémoire, je pense que Luciani était la plus vieille bannière Infiniti au Québec. Alors qu'on laisse tomber ça pour aller chercher Cadillac, qui n'était pas dans les gènes de ce groupe de concessionnaires-là qui ont offert du Acura Infiniti longtemps. Acura Infiniti, c'est des marques qui battent de l'aile. Cadillac est en plein essor. On a fait un choix. Et c'est clair que c'est pas juste une question de « Ah oui, on va en vendre plus ». C'est parce qu'il y a une expérience de marque qui vient avec qui est plus intéressante. Non, totalement. Super intéressant. Prochain commentaire, c'est le directeur des ventes chez Saint-Nicolas Nissan, Michael ou Michael Bertrand, qui nous dit « Avec la rotation de personnel dans les dealers, il n'y a aucun avantage au processus énuméré CEO. Tout ce beau monde-là, pour avoir des qualifications dans tous les domaines CEO, vont commander un salaire de 250 000 $ par année. Yeah. Honnêtement, j'aime mieux avoir 3 personnes compétentes dans leur branche qu'une personne ordinaire dans 3 sphères différentes. » Oui, OK. Voilà. Mais encore là, si... mais ça, je comprends ça parce que quand on part d'aujourd'hui, notre situation actuelle, l'expertise de relation, c'est pas ça qui est la priorité, c'est l'expertise du produit. T'es-tu un bon vendeur? Tu vends-tu bien tes véhicules? Fait que c'est normal que... Mais si j'ai quelqu'un qui est excellent dans la relation humaine, il n'a pas besoin de connaître tout. Puis on l'a vécu quand on était green. Puis ce que je veux dire par là, je m'explique. Quand tu commences puis que t'es green, on te dit, si tu le sais pas, tu dis, je vais aller chercher l'information. Ouais. En ce sens-là, de dire, il y a un client qui me pose une question, oh, bonne question, donne-moi une petite seconde, je vais aller chercher la bonne information, je vous reviens. Un client va préférer ça à dire n'importe quoi ou quoi. C'est en ce sens-là que je dis que le côté d'expérience humaine, la relation, on a 1 ou 2 petites questions, je vais aller voir mes spécialistes. J'ai mes spécialistes, je l'ai mon spécialiste peut-être du financement, directeur des ventes, du service. Ils sont toujours là, mes spécialistes. Mais moi, je suis spécialiste de la relation avec toi. C'est ce point-là, je pense, qui est différent. Mais c'est intéressant parce que là, c'est quelqu'un de chez Nissan qui a de la misère à livrer des véhicules ces temps-ci. Des produits sur lesquels il n'y a pas beaucoup de markup, des produits sur lesquels on se bat. Il doit y avoir une grosse rotation de personnel aussi. C'est une réalité. C'est pas évident, Nissan, là, en ce moment. Là. Alors, tu sais, il fut une époque où on avait de l'inventaire, on livrait des Rogue, on livrait des Pathfinder, ça allait bien. Là, c'est pas ça qui se passe. On n'a pas beaucoup de produits pour répondre à la clientèle. L'électrique est tardive. Tu sais, c'est pas drôle. Là. Il y a des gros défis. Il y a le défi de ce ou des concessionnaires Nissan dépasse le cadre de on pourrait rationaliser l'équipe. Là. Les situations d'inventaire. Chaque poste chez Nissan est décevant en ce moment parce qu'on n'est pas capable de livrer, parce que les marges sont pas là, parce que, bon, tu sais, c'est pas toujours évident en ce moment. C'est ça que j'allais dire. Puis il y a plusieurs marques, il n'y a pas juste Nissan, mais il y a d'autres manufacturiers aussi où est-ce que là, il y a une pression sur les commissions. Tu as des conseillères qui ont fait des ventes, puis que ça va être livré dans 6 mois, 1 an.
Fait qu'il y a tout cette... Ouais. Ben là, faut que tu changes les plans de paie, j'enlève-tu les commissions? Ça va un peu avec tout ça aussi. Mais c'est là que c'est très difficile de peut-être s'imaginer puis rêver avec les licornes comme on le fait quand tu as des situations d'inventaire puis de profit. Tu parlais d'Honda aussi. Il y a différents manufacturiers, beaucoup plus difficile pour les concessionnaires. J'ai l'empathie. Prolongation de baux de location parce que le véhicule arrive tardivement. Bien, sur la prolongation du bail de location, y a-t-il une commission? C'est une bonne question. Je sais pas. Fait que le vendeur, lui, retarde. Tout le processus est retardé. Est-ce que le véhicule va arriver? On le constate chez Volkswagen. En ce moment, les gens ont commandé des ID4, 4 roues motrices, tout équipées. Puis ce qui arrive, c'est des modèles propulsion, pas de thermopompe. Le client, c'est pas ça qu'il voulait. Fait que on le vend-tu, la marge, comment ça marche? Puis entre en ligne de compte aussi les fabricants qui ont décidé que pour tel modèle, ça va être des commandes en ligne, vous passez pas par un vendeur. Mais c'est le vendeur qui va le livrer, par exemple. Belle période de transformation! On aime ça! Ce qui nous amène au prochain commentaire. On a Jean-Robert Saint-Georges, qui est président fondateur du Centre de formation automobile du Québec, qui nous dit comment la personne va faire s'il y a un client au retour, un autre pour le service et qu'il est en transaction, tout ça en même temps. C'est un client au retour? Un client de retour, donc un payback, quelqu'un qui revient pour... Je crois que j'avais répondu absolument le mot rendez-vous. Voilà. En ce sens qu'on a une culture du rendez-vous presque partout. Je m'en vais voir ma physio, ma masso, presque n'importe quel professionnel, je prends un rendez-vous. Les ventes automobiles est un des seuls endroits, malheureusement encore, où est-ce qu'on n'a pas cette culture du rendez-vous-là. Puis on aurait tout intérêt à la faire. Au service, je prends rendez-vous. Fait que si on avait dans la culture de rendez-vous aux ventes puis au service, je pense pas que ce serait problématique. Le client vient 2 fois par année au service. C'est dans des saisonnalités, dans des périodes qui sont spécifiques aussi. Ou est-ce que souvent les ventes, c'est un peu plus tranquille? Mais c'est sûr que l'énoncé, c'était pas une recette magique puis la recette facile parce qu'on l'aurait tous appliqué. Mais je pense que de ce point-là, c'est d'amener la culture des rendez-vous, ce qui a commencé un peu avec la COVID, avec le en ligne et tout ça. Oui. On a tout intérêt parce que comme consommateur, tu l'as dit, on a tous un horaire chargé, nos réalités. Si je veux passer en concession pour faire le SROT ou quoi que ce soit, je veux pas passer 4 heures. Je veux que j'ai un rendez-vous, je vais être bien plus respecté dans mon temps. Je pense que ce sera une belle affaire, ça. On a parlé du prix unique tantôt. On a Jonathan Mignaco, directeur des véhicules d'occasion chez Belvédère Nissan. On reste chez Nissan. Qui nous dit, alors de surcroît, on élimine la négociation et le client paie le prix affiché comme il le fait chez Best Buy. Parce que chez Best Buy, on négocie pas, on paie l'auto le prix affiché et on ne peut plus négocier d'accessoires ou demander plus pour son échange. Le responsable expérience client devient un commis au même titre que le gars qui me vend une imprimante chez Bureau en gros. Je vois déjà le client qui se croit plus important de demander à parler au gérant pour conclure sa vente, mais malheureusement, comme chez Best Buy, tu n'obtiens rien de plus en jouant la game de « amène-moi ton gérant ». Donc, tout ça pour dire, il termine en disant « je ne suis pas convaincu de l'approche ». Bien, la politique de prix unique, elle est beaucoup plus facile à appliquer dans le neuf que dans l'occasion, parce que dans l'occasion, chaque produit est unique. Exact. Alors là, tu sais, c'est comment est-ce que tu vas évaluer ton Nissan Rogue qui a 78 000 km versus celui qui en a 83, avec une date de mise en service qui a commencé 1 mois et demi plus tard que l'autre avec la balance de garantie. C'est très, très, très difficile de tirer les ficelles. Puis là, à la discrétion du concessionnaire de dire, ben voici mon prix unique. Tu sais, dans l'usager, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile que jamais un concessionnaire va payer un prix unique pour une voiture d'occasion prise en échange. Alors, moi, j'y crois peut-être un peu plus dans le neuf, mais certainement pas dans l'usager. Véhicule d'occasion, prix unique, non, mais prix sans négociation, oui. Et là, c'est là la distinction parce que j'en connais plusieurs qui fonctionnent comme ça. Dans mon ancienne vie, je fonctionnais comme ça aussi, dans le sens que je vais me pricer, je vais mettre un prix qui est compétitif pour vendre, puis je négocie pas, puis je le dis au client. Mes véhicules d'occasion, c'est pas négociable, c'est ça le prix de vente. Il y a des consommateurs qui aiment ça, parce que si mon véhicule est pricé, et ça aussi, tu sais, dans la gestion, c'est que tu donnais l'exemple d'un véhicule, ben s'il vaut 8 000 sur le marché, je vais pas le mettre à 9 000 pour essayer de faire à 8 000, j'ai une rotation d'inventaire, j'ai une bonne gestion, je vais mettre un prix non négociable, c'est ça le prix. Ça se vend. Mais il y a toujours de la négociation. On le voit là en ce moment. Votre véhicule est 10 999. Parfait. On vous offre un taux de financement à 8,99 % en ce moment. Mais prenez la garantie prolongée, on va baisser le taux à 6,99. Fait que là, le prix est fixe, mais
Très bon Mais, point. Alors, il y a toujours de la négociation. Prochain commentaire, Jacques-Olivier Junior qui nous dit c'est une formule que certains concessionnaires aux États-Unis mettent de l'avant depuis déjà quelques temps. Ça va prendre encore du temps avant que ça soit répandu, mais je pense que nous devons nous pencher sur cette initiative. 2 motivations rapides, un service encore plus personnalisé et une méthode pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. L'introduction de technologie et l'achat en ligne va accélérer ce changement d'approche avec la clientèle. Oui, effectivement. Je pense qu'il va falloir se baser là-dessus parce qu'évidemment, au Canada, tout arrive en retard. Et aussi drôle que ça puisse paraître, l'écart avec le marché américain s'agrandit depuis 2-3 ans. La faiblesse de notre dollar, mais aussi l'espèce de nouvelle mentalité de dire, bon, ben, on a moins d'inventaire qu'avant. C'est pas vrai qu'on va donner des cadeaux au Canada pendant qu'il en manque l'autre bord. Maintenant, allez-y aux États-Unis en ce moment, il n'y en a plus des COVID, là. C'est pas vrai, là. C'est redevenu à peu près normal. Je dis pas qu'il y a des concessionnaires Ford avec 800 F-150 en stock comme on a déjà vu au Texas, et probablement qu'il y en a encore, mais c'est redevenu beaucoup plus normal que ça l'est au Canada encore. Parce que vous allez dans un concessionnaire Honda demain matin, ils ont 10 voitures en inventaire et c'est pas celle que tu veux acheter. Alors, tu sais, la réalité est tout autre sur le marché américain. Fait que, oui, on peut s'inspirer du marché américain, tenter de jouer cette même carte-là, mais notre réalité n'est pas encore la même. Le jour où elle sera la même, là, ça sera différent. Je pense qu'elle sera jamais pareille, notre réalité. Mais il fut une époque où ça l'était. Oui, beaucoup plus. Souvenons-nous de l'époque où l'argent était au pair, puis c'est les Américains qui venaient acheter nos véhicules ici, où nous, on allait acheter des véhicules de l'autre bord parce qu'il y avait une demande plus forte pour tel type de modèle, tel autre, puis c'était vraiment du libre-échange. Là, il n'y a plus rien de possible. Là. Tu peux pas aller aux États-Unis, t'acheter un véhicule, le ramener ici, puis penser économiser. C'est absolument impossible. Il y a beaucoup de... Tu sais, il y a tous les distributeurs aussi. Tu sais, quand on parle d'une marque, des fois, au Canada, ils ont un distributeur. Aux États-Unis, ils en ont 2, 3, 4. Il y a un paquet de réalités qui fait que c'est complexe. Moi, je pense toujours qu'au Canada, on va être différent, puis au Québec aussi. Tu sais, comme que ce soit en retard ou différent à certains égards. Ben, même on le voit avec les valeurs. Exact. Tu sais, moi, je veux dire, je le dis depuis des années. L'entreprise qui a le plus de difficultés à justifier ses décisions, c'est une entreprise comme ALG, comme Black Book, qui va établir des valeurs résiduelles sur un véhicule basé sur le marché centriste de Toronto, alors que la réalité à Vancouver, puis à Montréal, puis en Nouvelle-Écosse est complètement autre. Un Chevrolet Bolt à Toronto, ça vaut rien. Un Chevrolet Bolt ici, ça vaut une fortune. Même rural, tu sais, ben oui, région, tout à fait. Tu sais, alors, les valeurs résiduelles, on s'en moque en ce moment. Moi, je regarde des valeurs résiduelles sur des balances de location. Une Golf All-Track 2019 avec une valeur résiduelle au bout de 4 ans à 12 800 $. La voiture en vaut 26. Ça va être intéressant. Peut-être juste avant de sauter sur une des inspirations qu'on peut avoir du côté américain, parce que c'est très différent, mais par exemple, au niveau des FNI, ceux qui ont fait des tests où est-ce qu'ils proposaient d'emblée, au début de la transaction, toutes les protections, comme tous les sites vont le faire, ben, ils ont vu leur vente de produits et services FNI augmenter. Donc, il y a beaucoup de craintes aussi qu'on a dans le contrôle, dans la perte, dans le profit, puis on peut s'inspirer aux États-Unis ou même en Europe ou à d'autres endroits parce qu'il y a des choses qui se font, puis je veux dire, c'est un consommateur américain qui se fait proposer des garanties, des protections, puis qu'au final, en moyenne, les gens se protègent, prennent et que ça a même un impact positif. Je peux-tu m'inspirer de ça? Il y a des belles choses qui se sont faites. C'est pas tout qui est applicable ici, mais... C'est intéressant. Ben, au même titre que, justement, tu parlais tantôt des produits Apple. Tu sais, tu t'achètes un MacBook, tu vas avoir l'option de prendre l'Apple Care avant de passer, de compléter ton panier. Même affaire, tu commandes sur Amazon. Tu vas acheter un crayon, un paquet de crayons à 5$, puis ils vont t'offrir la garantie prolongée à 3,5$. Je veux dire, permet de vous dire que je la prends pas. Moi, j'hésite des fois, mais non. Mais écoute, des fois que les faces décolleraient. Et c'est un excellent aparté pour le prochain commentaire qui vient de Karine Lebel de Garantie Avantage Plus. Donc, elle nous parle vraiment du volet FNI, du volet financement et assurance. J'adhère que le département de FNI est le nerf de la guerre d'une concession et qu'en mettant toutes les formations et offrant tous les outils mentionnés dans le courriel précédent à cette personne,
il ou elle deviendrait le joueur principal. Le FNI détient les connaissances pointues et détient aussi un sens des communications et des relations personnelles en lui offrant de la formation continue sur d'autres aspects techniques du véhicule. Elle pourrait devenir le département privilégié en concession pour offrir la meilleure expérience client en continuant à lui offrir des formations continues afin de continuer à se développer. Fait que vraiment, là, on est devant un scénario où c'est vraiment la personne qui est présentement la directrice ou le directeur commercial qui devient ce potentiel directeur de l'expérience client. Qu'en pensez-vous? Qui serait responsable de vendre le véhicule, essentiellement. Ben, en même temps... ça existe dans le deuxième, troisième chance au crédit, là. Tu sais, les compagnies qui font du crédit alternatif, tu commences par te faire approuver sur le crédit et ensuite de ça... Ouais, c'est autre chose, mais c'est quelque chose qui existe déjà dans certains pans de l'industrie. Oui, parce que quand tu vas aller chez un marchand de véhicules d'occasion, bonjour, j'aimerais m'acheter un véhicule, crédit sérieusement affecté. Bon, ben voici le véhicule que je peux vous vendre. Voici ce que je suis capable de vous financer. La personne ne choisit même pas son véhicule. C'est pas... Là, on n'est pas là. Donner tout le pouvoir à un FNI qui n'a pas de connaissance automobile aucune, j'ai un peu de misère avec ça. Personnellement, je crois encore en cette passion automobile. Je pense que ça prend quand même des gens qui sont intéressés par l'automobile parce que si tu donnes tout le crédit à un FNI, ça pourrait être des matelas, des réservoirs d'eau chaude, ça serait pas important. Alors que là, ça prend une certaine connaissance du produit. Puis honnêtement, si tu maîtrises bien ton produit, que tu connais tes nuances, que tu connais la compétition, que tu es au fait de tout ce qui se passe en matière de produits, ben, tu vas être mieux armé pour vendre tes produits FNI, tu vas être mieux armé pour vendre la voiture parce que tu as des arguments des deux côtés. Moi, j'y crois mur à mur. Mais il ne faut pas que tu sois uniquement un FNI. Il faut aussi que tu sois passionné par le produit que tu vends, que tu aimes l'automobile à la base. Et ça, dans le monde du FNI, c'est rare. C'est plus rare qu'au niveau des ventes. Mais le point, puis on l'oublie souvent, l'émotion. Colin, on n'en a pas parlé depuis tantôt, puis on l'oublie souvent. On le sait que l'automobile, c'est la plus grosse dépense, c'est pas un investissement, et c'est émotionnel, c'est pas rationnel, même si on veut se faire à croire qu'on est rationnel. Mais je pense que le côté de je tripe sur la marque, je tripe sur les chars, j'ai le goût de cette passion-là, je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel, qu'on oublie. Qu'on a oublié. Je me rappelle, dans mes débuts, il y avait, mettons, Toyota, il y avait l'université Toyota. Puis chaque manufacturier a leur affaire. Mais je dis pas qu'on était brainwashés, mais tu sais, là, on allait à même pas ici, à Blainville, où il y avait le centre de test, de crash test. On allait là une journée, on avait la Corolla, on avait la Civic, on avait la Sentra, on passait une journée à nos forces, nos faiblesses. Mais quand on revenait en concession, là, t'étais armé. Hey, oublie ça. Fait que je pense que dans l'enseignement des connaissances, mais la passion, puis comme des essais routiers, des journées comme ça pour les représentants, les représentantes, il y en a eu de moins en moins, il y en a de moins en moins. Ça, je pense que c'est quelque chose que les manufacturiers devraient redoubler. La passion, fais-moi triper sur ton modèle si tu veux que je le... Mais ça passe par le directeur des ventes, ça passe aussi par le DSM qui va vendre des véhicules en concession. Tu sais, moi, ce que je déplore de plus en plus, je l'ai entendu de la bouche de plusieurs directeurs des ventes. Moi, je commande juste du noir ou du blanc. Ça me tente pas de me casser la tête avec un rouge parce que c'est tout le temps plus difficile à vendre. Ben, le client qui veut un rouge, puis tu lui dis « Ouais, j'aurai un blanc pour toi. » Ben, il va partir avec un blanc, la queue entre les deux jambes, puis il va être déçu de son achat. Ouais, le dealer va te répondre « Ben non, j'ai assez de noir puis le blanc qui est bien vendeur. Je vais aller chercher le rouge dans celui qui l'a, puis je vais lui donner un noir ou un blanc parce que la couleur, ça sera pas un bleu sarcelle que je pourrais pas échanger. » Fait que il y a gris pâle, noir ou blanc, je suis bien d'accord avec toi. Référence Toyota, il me sort des noms. Il me sort des noms de couleurs de tercelle, tu sais. Ouais, j'avoue, je suis trahi. Ouais, j'avoue. Des couleurs japonaises. C'est ça. Mais bref, aujourd'hui, c'est ça qui manque. Un peu d'originalité, un peu d'audace. On veut tout le temps pas se casser la tête. En plus, aujourd'hui, et Ford en fait de belles annonces. Je trouve qu'ils ont une belle publicité à ce niveau-là. Précommandez votre véhicule comme vous le voulez. Tu sais, moi, je peux bien l'essayer un F-150 2.7 XLT avec ensemble XTR, parfait. Il est noir, j'en veux pas. Je trouve ça salissant, j'aime pas ça. J'aimerais ça l'avoir gris charbon ou j'aimerais ça l'avoir bleu marine ou peu importe. Tellement de variables. Commande-les,
Puis, tu sais, il arrivera quand il arrivera. Bon, évidemment, il y a des modèles pour lesquels c'est un peu plus compliqué, là. Ouais. Un RAV4 Prime va arriver en 2074. J'attends. C'est ça. Mais c'est ça, d'avoir un peu plus de diversité. Alors, quand on parle de passion automobile, c'est ça aussi, là. Tu sais, tu passes devant un concessionnaire, n'importe quelle marque, là, un concessionnaire Hyundai, puis là, il y a une rangée de Tucson blanc, puis de Santa Fe noir, puis de... Ben, Même à dire coupable, j'ai été dans cette chaise-là de faire des commandes, puis je commandais des gris, puis des blancs, puis des noirs. Pourquoi? Parce que, un, c'était des couleurs qui se vendaient. Puis deux, il allait en produire tant de rouges puis de bleus. Il allait distribuer les rouges puis les bleus. Il y a des dealers qui allaient demander. On allait échanger nos gris puis nos blancs contre ces rouges-là quand on en avait besoin. Fait que ça, c'est culturel. Puis ça reste que c'était tout lié à la gestion d'inventaire. Quand tu as ton 5, 6, 7 millions d'inventaire, tu as ton 6, 7 mois d'inventaire dans le cours à gérer, puis tu es directeur des ventes, puis là, ton propriétaire vient te voir, puis il regarde ta prochaine commande, que j'ai pris un bleu, un vert, et un... Non, si tu mets tout ça gris. OK, on met ça gris. Bref. Ouais. Ah, ben, puis le format actuel, justement, de moins d'inventaire disponible, et ainsi de suite, puis de devoir le commander, ben, ça amène en même temps un peu cette espèce de ce qui était propre aux marques de luxe il n'y a pas si longtemps. Exactement. Parce que tu voulais te commander un véhicule très haut de gamme, exotique, ainsi de suite. Ben, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Tu le commandes puis tu vas choisir chaque matériau, chaque petit détail. Je m'en vais m'acheter un divan. Faut que j'attende 6 mois. Je suis correct d'attendre 4-5 mois pour un véhicule. Je veux dire, dans notre culture, Colin, il y a 8 millions de meubles dans votre magasin de meubles, puis à chaque fois que je commande un divan, ça prend 6 mois. On attend. On est correct. Là, l'industrie automobile s'en vient avec ça aussi. On va attendre. Puis je pense que c'est un gros avantage. Divan, qui est chez toi, il n'est pas en location. Tu n'as pas à redonner les clés dans 2 semaines. Bref, puis quand ben même qui est un peu défoncé. Mais là, tu donnes l'idée à des fabricants de meubles pour faire de la location. Ouais, c'est ça. Hey, messieurs, ça a été toute une expérience, toute une conversation. Je pense qu'on n'a pas révolutionné l'industrie encore, mais ça vaut la peine d'avoir ce genre de conversation-là, ce genre de discussion-là, ne serait-ce que pour apporter notre grain de sel, que pour démarrer ou faire poursuivre la conversation et la réflexion vers quoi on doit s'en aller. C'était bien le fun, c'est une bonne pratique. On va peser sur record maintenant. On a fait le réchauffement. Là, Dominique Sigouin, Antoine Joubert, merci beaucoup pour votre temps. Au moment où cet épisode-là va être publié, on devrait être pas très très loin du sommet organisé par la CCAQ. Ouais, donc, tu sais, quand on parle de transformation puis de se mettre ensemble pour trouver des solutions puis prendre action, il y a ça qui s'en vient aussi. Je vais prendre 2 secondes, tu m'offres la balle, mais dépendamment de la date, si on n'est pas encore au sommet de la CCAQ, concessionnaire, propriétaire DG, si vous n'êtes pas inscrit, vous devez absolument y être. J'ai pas de billets à vendre, j'ai rien à vendre, mais ce qui va se passer là, c'est ni plus ni moins que justement les premières étapes pour en route vers l'excellence. Tout ce qu'on parle, tout ce qu'on veut pour le bien de notre industrie, le bien des gens, on va écrire ensemble où est-ce qu'on s'en va. Je dis ensemble, je ne suis pas concessionnaire, je vais participer comme collaborateur, mais il faut être là parce que c'est à nous de redessiner ce qu'on fait. Puis je l'avais dit, je pense au début, je crois que les concessionnaires automobiles au Québec peuvent avoir un petit impact avec des manufacturiers en offrant une façon de faire qui est Les choses certaines sont là pour rester. Alors qu'il y a 3-4 ans, on disait, le modèle d'affaires est désuet, ça va s'en aller. Vous allez voir, tout va se faire en ligne. On va avoir des boutiques au Carrefour Laval. Permettez-moi de rire. Ça n'arrivera pas. Très intéressant. À la limite, ça va être complémentaire. C'est pas un remplacement. Dominique, Antoine, merci beaucoup. Plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.